Voilà. Alors bonsoir à toutes et à tous. Là, je voulais vous dire que je suis très très content d'être avec vous ce soir, puisque ça fait à peu près 17 ans que j'attends les jeunes de Veille Vegan. Donc du coup, vous étiez même pas nés. Mais bon, c'est pas grave. Et là, vous êtes là. Et j'espère que, parce que j'essaye de venir chaque mois en Israël et que je voudrais chaque mois faire un cours pour les jeunes. Donc je suis très très content que vous soyez là. Après, maintenant, il y a des gens qui ont triché, qui ne sont pas jeunes, mais c'est pas grave, puisqu'ils sont jeunes dans la tête, jeunes dans le cœur et jeunes sous la perruque. Alors, donc, il y a une Mishnah dans Pirkei Avot incroyable. C'est marqué là-bas, hein, Yeshua ben Perachi Omer, Aseh lecha Rav. Yeshua ben Perachi, il a fait, fais-toi un Rav, Kane lecha Chaver, acquiert-toi un ami, Ve'avedan et kol adam lekav zechut, et juge tout homme du bon côté. Alors nous, on va essayer de se concentrer sur cette notion-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut juger tout homme du bon côté? D'abord, il n'y a pas que des gens bons. C'est connu d'ailleurs, surtout chez les fabricants de porc. Non, c'est pas grave. Donc il n'y a pas que des gens bien, il y a des gens méchants aussi, d'accord? Et si on va toujours voir le bon côté, on peut attraper une très grave maladie qui s'appelle la NIA, d'accord? Et de tomber sur des gens qui abusent de nous et qui profitent de nous et qui abusent de nous, d'accord? Donc c'est une réalité qui existe. Premièrement. Deuxièmement, est-ce que tu veux toujours voir du bon côté, ça concerne que les personnes ou ça concerne aussi les situations? Comment on va faire? Parce que dans la vie, il y a des bons côtés, il y a des moins bons côtés. Et par rapport à ça, il faut être un petit peu préparé. Parce que si vous croyez en Dieu, ça s'appelle la providence. Si vous ne croyez pas, ça s'appelle la réalité. Mais dans les deux cas, il va arriver des choses qui sont plus jolies et moins jolies. C'est pour ça que c'est marqué Ve'afta et Hashem Elokecha bechol meodecha, de tout, meodecha de tous tes moyens, mais aussi Rachidi bechol mida ou mida chaque jvouchou moded. À jvouchou, des fois, il va t'envoyer des choses extraordinaires, des fois, il va t'envoyer des choses très dures. Ouais, et ça fait partie de la vie. Maintenant, les gens qui espèrent qu'il n'y aura que du bien, c'est eux qui auront le plus mal quand il y aura des difficultés. C'est la logique du contraste. D'accord? C'est-à-dire que quand tu vois le bien, que le bien, alors le mal, il te fait mal. Alors que quand tu dis il y a du bien et du mal, bon, il y a du bien et du mal. Tu fais du sport, ça fait mal aux muscles. Tu réfléchis, ça fait mal à la tête. Ah, tu travailles beaucoup, tu veux gagner beaucoup d'argent, tu travailles beaucoup. Ah, tu dis, ah, c'est quand même fatigant. Bon, alors tu prends les allocs et tu te tais. Donc ça veut dire que chaque personne, elle va se mettre dans des situations où il y aura une réalité qui sera très forte, d'accord? Et à elle de décider. Alors ici, quand on parle qu'il faut voir, avec Dan et Kol Adam, c'est marqué Kol Adam, juge tout homme du bon côté, d'accord? Donc on va réfléchir. Si ça s'adresse que à l'homme, ça s'adresse aussi à la situation, et même si ça s'adresse à soi-même. Ça reste que moi, j'ai une mitzvah d'être Dan oti les kav zechut. Est-ce que moi aussi, je dois me juger du bon côté? Je pourrais dire non, parce que peut-être que je me moque de moi, ou non, au contraire, c'est normal que je me donne ma chance à moi, au moins que moi, je me donne ma chance à moi. Il y a de réfléchir à ça. Maintenant, pour comprendre ça, déjà, le langage des Chachamim, il est spécial. Pour ceux qui ont déjà étudié, ils comprennent ça. Ceux qui ont moins étudié, ils ne comprennent pas. Mais c'est que les Chachamim ne vont jamais dire un mot pour rien. Donc les mots, ils sont calculés, ils sont mesurés. Donc quand c'est marqué que le bruit en haut, ça dérange, par exemple, ouais, quand c'est marqué que avec Dan, David, Eliaou, Chaim, Meir, Fernand, Léopold, le cours est commencé. Donc, on ne sait jamais. Donc, avec Dan et Kol Adam les kav zechut, juge du bon côté. Donc il y a une question de base qui va se poser. C'est pourquoi tu te permets de juger d'abord. Il faut aller voir en haut ce qui se passe. Le cours de cuisine, c'est pas ce soir. Donc, c'est quoi l'idée? Que quelqu'un, il doit juger du bon côté. Mais qui d'abord, qui t'a dit que tu dois juger? Vous savez, on dirait que c'est évident que l'homme, il juge l'autre. Et les Chachamim, ils ont dit, bon, si déjà tu juges, juge du bon côté. Mais c'est quoi, Vedan et Kol Adam les kav zechut? Mais moi, je dis la première chose, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Moi, j'ai ma vie, toi, tu as ta vie. Et c'est comme ça. Eh bien, il y a des gens différents. Tu n'as pas compris. Il faut payer ou quoi? Encore pire. D'accord? Ah, il n'a pas compris la résonance. D'accord. Peut-être qu'il ne raisonne pas non plus. Mais c'est quoi l'idée? C'est que quand moi je me mets en situation de jugement, ça veut dire que je pense que l'autre il est inférieur. C'est-à-dire que moi je pense que moi je peux décider pour l'autre. Moi je pense que je peux savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Mais déjà cette position mentale, elle est un peu bizarre. Elle est un peu psychiatrique. Oui, pourquoi? Parce que
On est tous les mêmes. Maintenant, il y a des gens moins importants, plus importants, mais ça, c'est une hiérarchie dans la tête. Il y a des gens plus forts, moins forts, ça aussi, c'est dans la tête. Mais c'est quoi l'idée? Personne ne peut monter à haut. Je peux monter si vous voulez. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire? Avedan et kol adam le kavzechut, oui, comme si c'était obligatoire de juger. Alors en vérité, le problème, et ça c'est la lecture un petit peu psychologique du problème, c'est qu'au fond, on juge les autres. C'est que notre regard, il regarde l'autre, il juge l'autre. Pourquoi? Parce que tant que quelqu'un n'a pas atteint ce qu'on appelle en français l'autonomie existentielle, ouais, le fait d'exister par soi-même, ou ce qu'on appelle en hébreu Baal Bechira, quelqu'un qui maîtrise son libre arbitre. Donc, tant qu'on n'est pas comme ça, malheureusement, on va tout le temps avoir besoin de se situer par rapport à l'autre. D'accord? Alors, je veux dire, celui-là, il est plus intelligent, celui-là est moins intelligent. Ah, celle-là, elle est belle, moi, je ne suis pas jolie. Et celui-là, il est riche, et celui-là, et moi, je suis pauvre. On se sent tout le temps obligé de se situer, comme s'il y avait un espèce de combat, que toi, tu as ta place, et moi, j'ai ma place, et on va voir qui c'est qui va gagner. Un peu comme dans la connaissance. C'est très bizarre à l'école, quand le prof, il vous dit, bon, bah, maintenant, on va travailler sur les logarithmes. Oh, les logarithmes, oh monsieur, oh non, c'est compliqué, oh c'est difficile, oh je préférais les soustractions. Tu dis maintenant, on attaque les logarithmes, d'accord? Après on fait la leçon, après on fait les exercices, après on fait les interros. Et le gars dit alors que c'est quoi les logarithmes? Oh c'est nul, oh c'est dit à ses copains, oh là là, tu t'angoisses pour rien, c'est nul, c'est nul. Je crois pas, pourquoi un truc qui te stressait, maintenant tu trouves ça nul? Ou tu dis c'est impossible, on n'y arrivera jamais, plutôt mourir que d'atteindre ce niveau, et d'un seul coup, là, tu sais rien, mais c'est nul, c'est rien. C'est pareil dans tout, d'accord? On te dit, bon, tu vas travailler là-dedans. Oh, attends, je stresse, ok, j'ai une école d'ingénieur, mais c'est difficile. Après, quand tu travailles, 6 mois, 1 an, c'est rien. Quand tu prépares la bar mitzvah, tu dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et après, la deuxième bar mitzvah, tu dis, non, tu dis à ta copine, t'angoisses pas, tu fais une liste, tu coches, c'est rien. Je comprends pas pourquoi une chose, elle t'angoisse quand tu la connais pas, et tu la trouves nulle quand tu la connais. Tu devrais dire, je connais pas, je connais pas, je connais, je connais. Pourquoi on a ce rapport comme ça avec l'inconnu, ouais, de stress, et avec le connu de dénigrement? C'est pareil avec les gens. Si je te dis, tu sais, tu vas rencontrer le grand patron de Ron Poulenc, tu dis, oh là là, 400 000 employés, oh ça doit être un gars. Après, tu passes un week-end avec lui, tu joues au tennis, tu dis, bon, écoute, Maurice, il a rien de spécial, bon, il pèse quand même 228 millions d'euros par jour. Ouais, mais bon, c'est juste un homme, hein. C'est pareil, un rave, tu vois un rave. Moi j'étais choqué que mon rave, qui est une tête incroyable, sinon d'ailleurs je n'aurais pas appris chez lui, je voyais des gens qui n'étaient pas religieux qui lui tapaient sur l'épaule. Ils disaient alors Daniel, qu'est-ce que tu fais ce week-end et tout? Et moi je disais mais comment les mecs ils tremblent pas? Moi je tremblais. Et, ouais, en fait il tremblait pas parce qu'il savait pas ce qu'il avait dans la tête. Et comme lui il était sympathique et sociable, il croyait les gens que c'était un gars abordable. En vérité il n'était pas abordable dans sa tête. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de très 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 profond. Ouais. Moi qui mets à peu près 14 secondes pour cerner quelqu'un, ça m'a pris 4 ans. C'est beaucoup. Ouais. Parce que plus quelqu'un il est compliqué dans sa tête, plus il est essentiel, plus il est profond, plus c'est difficile d'avoir un rapport d'échange avec quelqu'un qui a un niveau supérieur. Il dit, mais je voyais des gens qui dénigraient. Pourquoi? En vérité, pourquoi? Parce que quand quelqu'un t'impressionne, ouais, tu as 2 solutions. Soit, c'est mieux là? Oui, non? Oh là. Oh, c'est fort là. Mes très chers frères. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça me rappelle un guilgoul de curé. Il faut le mettre là. Ouais, Khazak. Kolakavod. On s'excuse, hein, mais comme c'est 3e. Voilà. Pas trop loin. Je crois que ça sert à rien là. Est-ce que c'est mieux là? Oui, non, oui. Levez la main ceux qui ne m'entendent pas. Levez la main ceux qui ne me voient pas. Et là je peux rien faire. D'accord. Alors. Comment t'as fait un truc comme ça? Comment il se tourne? Ah. Je sais pas. Peut-être il se tourne pas, non, comme ça? Non, c'est censé se tourner. Ah bah oui, c'est ça. Ouais, je me disais, c'est pas normal. Voilà. bravo. De quoi on parlait du coup? De refoula? Ouais. Non, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si tu veux apprendre de quelqu'un, il faut que tu t'en rapproches. Et que tu vois la valeur. Et que tu l'admires. Parce qu'on ne peut pas apprendre de quelqu'un qu'on n'admire pas. On ne peut pas apprendre quelqu'un qu'on n'aime pas. Et on ne peut pas apprendre de quelqu'un qui ne nous intéresse pas. C'est comme ça. Ça, c'est une phrase de Rav Simcha Zissel, très importante, qu'il faut écrire sur des papiers et sur les murs, dans le dos de votre femme, comme ça vous le relisez de temps en temps. Tiens, tourne-toi, je vais réfléchir. C'est Ikar pnimiyut divrei arav ena nishmarin ela le talmid achafetz beyoter lishmoa. Je traduis ou l'essentiel de l'intériorité des paroles du Rav ne sont accessibles qu'à un élève qui désire intensément les entendre. C'est qu'il y a toujours l'extériorité des choses et l'intériorité des choses. Ça veut dire que tu peux être un spécialiste de ta vie ou tu peux être un spectateur de ta vie. Tu peux visiter la Chine en avion. Comment c'était? Rapide. Ou tu peux rentrer dans la profondeur des choses. Le problème, c'est que la profondeur des choses ne s'adresse qu'aux gens profonds. Par contre, les gens superficiels, ils vont rester à la superficie. Maintenant après, chacun décide de qu'est-ce qu'il veut vivre de sa vie. Il y a des gens qui veulent le présent, qui veulent kiffer, qui veulent chier, qui veulent passer, qui veulent oublier, qui veulent... Ouais. Il y a des gens qui veulent s'attacher, qui veulent profiter, qui veulent prendre, qui veulent avoir un enracinement, un kinyan. Ça dépend de chacun. Alors Hachem, il fait rencontrer des gens, de temps en temps, qui sont affolants, qui sont importants, qui sont intéressants, qui sont bouleversants. Le problème, c'est que le degré de profit que tu vas avoir de la personne, elle va dépendre de ta soif au départ. Parce que les gens intéressants, ne sont intéressants que pour les gens intéressés. Maintenant, les gens intéressants eux-mêmes, ils sont intéressants parce qu'eux-mêmes sont intéressés. Donc en fait, c'est un dialogue entre personnes intéressées. Maintenant, toi, tu dois entretenir l'intérêt chez la personne pour qu'elle s'intéresse. Et ça, tu peux le faire que si tu es intéressant. D'accord? Et elle-même, elle ne pourra toucher ce qui est vraiment intéressant chez toi que si elle-même, elle s'intéresse. Donc ça tourne en rond. Oui? Et bien c'est exactement pareil dans la vie. Si toi, tu veux vivre autre chose que la superficialité, si toi, tu veux être autre chose qu'un consommateur, si toi, tu veux être autre chose qu'un spectateur, il faut que tu rentres dans la réalité. Maintenant, quand tu vas rentrer dans la réalité de ton rêve, tu vas rentrer dans la perception de ton couple, tu vas comprendre ce qui se passe chez tes enfants, tu vas savoir ce qui se passe dans ton corps. Là, tu commences à devenir vivant. Mais si ça ne t'intéresse pas, parce que ça te prend la tête, parce que tu n'as pas les nerfs, parce que d'être un CON quelque part, c'est une marque, c'est dommage, parce que tu vas passer à côté de choses tellement importantes, tellement énormes, que c'est chaval, que le jour où tu vas te réveiller, les 3/4 sont passés. Parce qu'il faut savoir que la prise de conscience, quand elle n'est pas volontaire, c'est que c'est l'Yetzirah qui te laisse. Et si l'Yetzirah il te laisse prendre conscience, c'est que déjà trop tard. Monsieur vous, non? C'est comme les gens qui se tassent, ils disent « Oh, j'ai une boule, oh, c'est rien. » Puis un jour, ils vont chez le docteur, ils disent « Écoutez, docteur, j'ai une boule. Je pensais que c'était la digestion. » Le gars, il dit « Non, c'est une tumeur, mais elle est grosse comme un pamplemousse. » Alors tu dis « Mais grave, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Tu dis « Kaddish. » Mais vous savez combien de temps ça prend un cancer pour se développer? 15 ans. C'est combien de temps ça prend la bêtise pour se développer? À peu près le même temps. Mais au moins la tumeur, tu peux la toucher. Là, c'est exactement pareil. Si quelqu'un n'est pas dans une vigilance permanente de ne pas devenir débile, c'est sûr qu'il va le devenir. Il n'y a pas. C'est naturel. Quand quelqu'un il veut être bête, on dit reste naturel, ça va venir. Ouais. Par contre, c'est comme si vous rentrez en pleine forêt d'Amazonie et vous traversez la jungle, les lianes, les arbres, les serpents, les araignées, et tac, vous arrivez dans une clairière et il y a un champ de blé qui a poussé, qui est carré, et il n'y a pas une fleur au milieu. Tu dis, c'est pas possible en plein milieu de l'Amazonie. Ça existe ou non? Oui, non, oui, non, oui. Ceux qui pensent que oui, il faut vraiment qu'ils arrêtent de... Ça n'existe pas. Il ne peut pas y avoir un champ de blé carré, propre, en plein milieu de l'Amazonie, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et bien c'est exactement pareil. Si tu vois quelqu'un d'intelligent, il n'est pas devenu intelligent par hasard. Ah, peut-être qu'il avait un certain QI à la naissance, et il s'appuyait dessus. Ouais, mais il faut savoir que la bêtise, j'ai un pied de micro antisémite. Il suit la gravité terrestre, il descend vers le bas depuis tout à l'heure. Et moi, je vais essayer de le maintenir en haut, donc si ça ne vous dérange pas, on fera une collecte après pour acheter un vrai pied.
Là, je lui fais mal, là, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est ce qui est marqué ici, que de toute façon, un homme, qu'on le veuille ou non, ouais, il juge. Pourquoi? Parce que l'œil, il juge, l'œil, il jauge, d'accord? Vous voyez un meuble, la couleur, elle vous plaît pas. Vous rentrez quelque part, l'ambiance, ça vous intéresse pas. La tête de la personne, tu dis, je le trouve pas, je le sens pas, il me plaît pas. Donc c'est quoi l'idée? C'est que de toute façon, notre œil, il fabrique ça. Alors pourquoi, encore une fois? Parce qu'on est dans un conflit d'existence. Que l'autre, il existe et moi, j'existe. Et moi, j'ai l'impression que l'autre, en existant, m'empêche d'exister. Donc comment je vais faire? Je suis obligé de le rabaisser. Ça s'appelle la Megadel et Asmo Alkalon Travero, celui qui va se grandir en rabaissant l'autre. Et ça, c'est un phénomène physique incroyable. Vous savez que le niveau de la mer, c'est le niveau zéro. Vous savez ça? Quand tu dis cette montagne, elle fait 4000 mètres, Yerushalayim, c'est à 700 mètres. C'est 700 mètres par rapport au niveau de la mer qui est le niveau zéro. Donc a priori, c'est un niveau qui est objectif. C'est le niveau zéro. Maintenant, il y a un gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va au bord de la mer. Il dit, alors, le niveau de la mer, il est objectif? Il dit oui. Et il est constant? Il dit oui, il reste tout le temps. Ah bon? On va voir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il se baisse. Il dit, tu vois, la mer, elle monte. Après, il se met sur la pointe des pieds. Il dit, la mer, elle descend. Alors tu dis, mais non, c'est toi qui as bougé. Il y a des gens, ils font ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils traitent tout le monde d'imbécile, comme ça, ils ont l'impression qu'ils sont intelligents. Ou le contraire. Ils vont dire, tout le monde, il est bon, lui, il est intelligent, lui, il est beau, lui, il est riche. Comme ça, eux, ils se sentent nuls. Parce que tu peux grandir l'autre, ou tu peux, et ça te grandit, ou tu peux, et ça te rabaisse, ou tu peux rabaisser l'autre, et tu as l'impression que ça te grandit. Donc cette idée-là, que par rapport à la connaissance, comme j'ai dit, quand tu comprends rien, tu t'affoles, tu paniques. Mais pourquoi tu paniques? Tu n'es pas espagnol, d'accord? Non, parce que tu as un malaise par rapport à l'ignorance. Et c'est vrai, vous posez une question à quelqu'un, et vous lui donnez la réponse, d'accord? Il dit, bon, ok, j'ai compris la question, j'ai compris la réponse. Mais si vous posez une question à quelqu'un, et vous ne lui donnez pas la réponse, et vous attendez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 6 mois, 1 an, et bien après, quand vous lui donnez la réponse, il n'est pas d'accord. Il dit non, c'est pas évident, qui a dit, où c'est marqué, je suis pas d'accord, c'est pas mon opinion. Mais papa, pourquoi? Si je te donne la réponse tout de suite, tu l'acceptes. Si je te la donne au bout d'1 an, tu la refuses. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que la question, c'est un problème intellectuel. Vous savez ou non? La question, c'est un problème intellectuel. C'est une question intellectuelle. Mais le problème, c'est que la question intellectuelle, quand tu ne trouves pas la réponse, elle s'est habillée maintenant avec un complexe qui s'appelle l'ignorance. Et l'ignorance, elle a fait de ta question un problème. Maintenant, le problème, c'est que les questions, elles ont besoin de solutions, et les questions, elles ont besoin de réponses, et les problèmes, ils ont besoin de solutions. Ça va? Et une solution, c'est pas une réponse. Par exemple, des fois, des gens ils viennent me poser une question. Maintenant, moi, je ne peux pas donner une réponse, ça ne veut rien dire. Il faut que je donne une solution. Mais les gens, ils ont honte de dire qu'ils ont un problème. Alors, ils te posent une question. Maintenant, toi, tu dois trouver le problème qui est derrière la question pour donner la solution. Parce que si tu leur donnes une réponse, ils te disent, ouais, le Rav, il n'a pas compris ma question. Alors qu'en fait, c'est toi qui as menti parce que tu n'as pas dit que tu avais un problème. Vous suivez ou... Ouais, ben c'est exactement pareil. Maintenant, pour avoir l'honnêteté de dire j'ai un problème quand on a un problème, c'est déjà un travail sur la gava, sur la anava, sur la connaissance de soi, sur la maîtrise de soi. C'est déjà un travail. Ça s'appelle être soi-même. Ça s'appelle être bien dans sa peau. Ça s'appelle ne pas avoir peur d'être à nu, parce que de toute façon, je suis intérieur comme extérieur. Mais ça, c'est du travail. Mais les 3/4 des gens, ils ne font pas ce travail. Donc, ils ont une distance entre leur être intérieur et l'être extérieur. Donc, ils ne vont pas dire qu'ils ont un problème. Ils vont dire qu'ils ont une question. Et toute la vie, c'est pareil. Une fois, on était à la fin d'un séminaire, et il y a un monsieur comme ça, 60 ans, un Ashkénaz, assimilé, mais pas assimilé, debout-milé, ça veut dire loin, loin, loin. Il s'assied à côté de moi, il me dit qu'est-ce que vous pensez de la 6 millions de morts, la Shoah? Je lui ai dit, écoutez, j'ai rien à penser, parce que le Razonich, il dit qu'à partir d'un certain niveau d'horreur, il n'y a plus de réflexion, c'est que de l'émotion. Donc ça ne sert à rien de réfléchir. Bon, il est parti. À la fin du symposium, ils ont dit, alors chacun il donne son avis, et lui il a dit, vous savez, j'ai posé une question à des dizaines de rabbins, mais il y a un jeune rabbin, j'étais jeune à l'époque, il y a un jeune rabbin, il m'a donné vraiment la vraie réponse, mais moi je n'ai pas répondu. Vous suivez ou non? Parce que des fois la réponse, c'est une réponse analytique, développée, intelligente, et des fois la réponse, c'est une solidarité. C'est tout. C'est comme si quelqu'un il a perdu son père, alors allez-nous, et tu vas visiter la maison de deuil.
Quand tu vas lui parler, tu crois que quand tu vas finir de lui parler, tu as réglé son problème qu'il a perdu son père? Non, tu dois montrer la solidarité. Mais non, même si tu te tais, peut-être que même de te taire, c'est une forme de pudeur qui est plus touchante que le fait de parler. Pourquoi? Parce que quand tu as fini de parler, tu crois que tu as réglé le problème. Alors que quand tu es là, l'autre il te voit, il sait que tu es venu, il te fait comme ça, merci d'être venu. Parce que qu'est-ce qu'on va dire? Les mots, ils ne sont pas là pour ça. Et des fois, c'est l'inverse. Une fois, une grande doctoresse, un docteur, chef de clinique avec 120 médecins en dessous d'elle, célibataire, 50 ans, un mec. Un vrai mec. Une patronne. À la limite, je me demandais si c'était pas la barbe que je voyais pousser. Mais bon. Et elle me dit, vous êtes rabbin? Je dis, non, je suis cow-boy. Ah bon, Elle m'a dit, j'ai une question que j'ai posée à beaucoup de rabbins. Je dis, oui, c'est quoi votre question? Elle me dit, est-ce que la croyance sans la pratique est compatible? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut croire en Dieu sans pratiquer la Torah? Bon, j'ai compris qu'elle n'était pas religieuse, j'ai compris qu'elle n'avait pas fait 10 ans de yeshiva, de séminaire. Alors, elle s'attendait que je vais lui faire un grand développement psychologique, intellectuel, philosophique, Mahara, la Tralbaba. Et moi, je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, c'est nul. Elle m'a dit, et ensuite, j'ai dit non, c'est nul. Bon, elle m'a dit ok. Je suis parti. Et après, un mois après, je rencontre un médecin. Il m'a dit rien. J'ai rencontré le docteur truc. Il m'a dit qu'elle a rencontré un rabbin, mais je crois que c'est toi. Et il paraît qu'elle a recadré, elle a tout compris. Pour la première fois de sa vie. Pourquoi? Parce que elle, son problème, c'était pas l'explication. Maintenant, tu lui as amené les preuves que l'existence de Dieu, tu vas amener les preuves que la Torah est divine, mais elle n'en a rien à preuve puisqu'elle se prend pour Dieu. Elle se prend pour Dieu. J'ai la vie et la mort. Je passe 30 de 120, c'est-à-dire elle a un chenil de médecin à elle. Et c'est elle la patronne. D'accord? Donc maintenant, elle ne va pas entendre de toi quelque chose d'intelligent. Parce que c'est impossible. D'abord, tu n'es pas médecin. En plus, tu n'es pas un être supérieur comme elle. Donc, elle ne va même pas t'écouter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je lui ai répondu, Draba. C'est nul. C'est nul. Ça veut dire, mais pour qui tu te prends pour te poser une question aussi lourde, sans prendre les moyens d'avoir des réponses? Qu'est-ce que tu veux maintenant? Est-ce que moi, je vais dire à un responsable d'une centrale nucléaire, c'est nul? Dis-moi, il faut faire 15 ans d'études. Est-ce que je vais parler à un spécialiste du cerveau? Je vais lui dire, le cerveau, c'est comme des durites, c'est comme un moteur, c'est rien, c'est un carburateur avec de... Mais tu rigoles ou quoi, toi? Ça, c'est un pizzaiolo qui dit ça. Le gars, il a fait 6 ans de médecine et 3 spécialités pour faire la chirurgie du cerveau. Neurologie, neurochirurgie, neuro-truc. Et toi, tu viens, tu vois, tu dis, c'est vrai ou non? Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est d'apporter la bonne réponse à la bonne personne. Ça va? Maintenant, le souci, c'est que pour ça, il faut que tu arrives à juger et à jauger en 4 secondes. Et que tu comprennes en fin de compte qu'une question, elle peut devenir un problème si elle est mal gérée. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'une question devient un problème? On a dit, c'est que quand le temps passe et que tu n'as pas de réponse, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que maintenant, la question, elle s'est enrobée d'un problème psychologique qui s'appelle le complexe de l'ignorance. Parce que je ne sais pas, parce que je ne comprends pas, parce que je suis nul. Mais ça va pas, il faut décider. Ou tu es dans la réflexion, ou tu es dans la psychiatrie. Et dans tout, c'est pareil. Tu as un conflit avec quelqu'un. Au début, c'est un problème d'argent. Après, ça devient un problème de gava. Après, ça devient un problème de haine. D'accord? C'est pareil. Maintenant, tu as un problème avec tes parents. Au début, c'est un problème de compréhension. Après, c'est un problème de génération. Après, ça devient un problème de fracture. Mais comment c'est arrivé là-bas? C'est quand même bizarre, non? Alors, je te dis pourquoi, c'est très simple. Parce que le problème, c'est que les choses, elles dégénèrent. C'est comme un cadavre. Tu sais, quelqu'un qui est vivant, ils sont à peu près bons selon le niveau du déodorant qu'il utilise. Mais quand quelqu'un il meurt, je peux te dire qu'au bout d'un moment, ça commence à sentir très, très, très mauvais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis des produits dedans, on l'a pourri, on l'a sali. Non! Il a dégénéré. Vous me suivez ou... Eh bien, dans la vie, si tu n'es pas dans une dynamique de t'améliorer, tu sais que tu vas dégénérer. Et ça va sentir mauvais. Le problème, c'est qu'à un moment ou un autre, c'est toi qui vas légitimer le fait que ça sent mauvais. Parce que qu'est-ce qu'il dit le paresseux? Il dit que l'eau, elle est froide. Vous me suivez ou non? Qu'est-ce qu'il dit le paresseux?
que le rabbin il va dire que les parfums sont chers, que les déodorants sont volatiles, que ça dure même pas 24 heures. Alors moi j'ai beaucoup lu de livres sur les camps de la mort, beaucoup, mais que des témoignages. Parce que malheureusement les camps de la mort c'était des laboratoires de l'horreur, mais c'était aussi des laboratoires de la volonté. Et il y a un livre là-bas, il racontait qu'un jour, c'est Monsieur Kaufmann, Sivma Kaufmann, c'est le père de Rav Kaufmann de Bnei Brak. Et un jour, parce que les Allemands, ils leur donnaient à manger et à boire des choses qui provoquaient malheureusement des diarrhées pour pas qu'ils aient l'idée de se révolter. Donc imaginez, un jour, n'importe quand, les gens, ils faisaient sur eux, ils étaient sales, ils étaient pourris, ils étaient... Et lui, il se réveille à 4h du matin avec un besoin pressant d'aller aux toilettes. Et il trouve un gars, là-bas, tout nu, un truc bizarre qui se faisait jamais dans les camps de la mort, il se lavait. Parce que les gens, ils se lavaient plus. C'est-à-dire qu'il y avait une odeur, là-bas tu visites, tu vas genre avec l'école visiter Auschwitz, mais c'est magnifique, c'est super propre. Mais c'était pourri. Avant, il n'y avait pas de toilette. Ils crevaient des fosses septiques, et les gens ils faisaient dessus, après ils les bouchaient. Ils recommençaient, il y en avait partout. Quand ils faisaient l'appel, les gens ils restaient 5 heures debout. Ils faisaient sur eux. Il y avait une odeur, mais impossible à supporter. Et le gars, à 4 heures du matin, il a une pierre parce qu'ils n'ont pas de savon, et l'eau elle est glacée, parce que c'est en Pologne, et il se lave. Alors lui, il le regarde comme ça, et il dit, mais qu'est-ce que tu fais à te laver? Ça sert à rien de te laver, de toute façon, dans 2 heures, tu vas être à nouveau sale. Ouais. Et il leur a répondu une chose incroyable. Il lui a dit, ils nous ont enlevé la liberté. Ils nous ont enlevé nos familles. Ils nous ont enlevé l'espoir. Mais ils ne vont pas nous enlever la dignité. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Maintenant, vous croyez que les camps de la mort, c'est les barbelés, c'est les nazis. Non, il y a plusieurs sortes de camps de la mort. La bêtise, c'est un camp de la mort. La lourdeur, c'est un camp de la mort. La paresse, c'est un camp de la mort. Ouais. La goyoute, c'est un camp de la mort. La drogue, c'est un camp de la mort. La bêtise, c'est un camp de la mort. Il y en a beaucoup des camps de la mort. Maintenant, le pire des camps de la mort, c'est pas le camp de la mort qui est autour de toi, parce que celui-là, tu peux t'enfuir. C'est le camp de la mort qui est dans ta tête. Celui-là, c'est le pire. Vous suivez ou non? C'est que le vrai nazi, c'est l'Yetzirah. C'est pour ça que Mitzrayim en hébreu, ça veut dire l'Égypte, et Metzarim en hébreu, ça veut dire limite. Et Paro, c'est qui Paro? C'est Péra. Et Péra, c'est la bouche mauvaise. Et la bouche mauvaise, c'est quoi? C'est une voix à l'intérieur de toi qui te conseille des choses qui ne sont pas bonnes pour toi. Et que tu le sais, mais tu les fais quand même. Donc en vérité, quand c'est marqué dans la Haggadah que celui qui n'est pas sorti d'Égypte, il y a encore, mais il a raison. Celui qui a écrit la Haggadah, il a raison. Parce que celui qui ne s'est pas donné les moyens de sortir de ses limites, il est encore dans ses limites. Et ça ne s'arrangera jamais. Parce qu'il ne s'est pas donné les moyens de sortir de ses limites. Peut-être je vais le tenir, laisse tomber. Je crois pas qu'il se... Ouais. Ah, tu crois que c'est la longueur? Ah, t'as raison, alors viens, on approche. Excusez-moi, on est en pleine mise en place. Comme la cavote. T'as la barbe plus courte, mais tu raisonnes mieux. Pourtant, j'ai le bras long. Ça, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui est marqué ici, Rabotai? C'est marqué une chose très, très importante. C'est marqué que chacun doit décider s'il veut sortir d'Égypte ou non. Moi, j'ai raconté ça plusieurs fois, que quand j'étais jeune, 13, 14 ans, j'étais pas religieux. D'accord? On allait en bus à la synagogue et je comprenais pas pourquoi les gens ils allaient à pied. Je disais, mais ils sont bêtes ou quoi? Mais on allait à la synagogue, mais on allait en bus. Bon, on était des ignorants, on connaissait rien. Mais, j'étais pas religieux, mais j'ai beaucoup prié pour ne pas être un brel. J'avais très peur. Ne pas être brel et ne pas subir des brels, pour pas dire un autre mot. Ouais? Et bien c'est ça l'idée. Parce que quand la personne, elle ne se donne pas les moyens d'être autonome, automatiquement elle est en Égypte. Pour ça on dit Ikar avodat ha-yetzara, les balbel et tadeot. Le principal objectif du Yetzara, c'est d'embrouiller l'esprit. Maintenant, nous, on va réfléchir comment est-ce que dans la facette du lekav zechut, du voir positivement, comment est-ce que nous, même, on est capable de lutter contre la vision négative qu'on peut avoir de l'autre et la vision négative qu'on peut avoir de soi-même. Parce qu'en fin de compte, comment le Yetzara il peut m'avoir? Parce qu'il m'a convaincu que j'étais nul. D'ailleurs, dans convaincu, il y a 2 mots déjà.
Alors que le contraire, si la personne elle dit, mais c'est pas du tout, mais pourquoi? Mais je vais faire, je vais développer, je vais grandir, je vais approcher, je vais faire. Cette logique-là, c'est l'anti-autodestruction. Et ça, c'est le principal objectif. Le principal objectif du Yetzer Hara, c'est d'enlever la simcha et l'ibopanouille. Parce que c'est marqué Mish, en Yetzer Hara Sholet, et la Mish et l'ibopanouille, Vemish et eno besimcha. Le Yetzer Hara ne peut s'attaquer qu'à celui que l'ibopanouille. C'est quoi l'ibopanouille? Son cœur est libre. Mais c'est quoi le cœur? Les gens ils croient que le cœur c'est les émotions, le cœur c'est ton chidour. Mais non, détends-toi, t'as 17 ans. D'accord? Non, le cœur c'est ton intériorité. Panouille, ça veut dire qu'il est vide. Mais il est vide de quoi? Il est vide de toi. Là, t'es que le toi. Vous me suivez ou non? Ça veut dire que si toi, tu n'as pas conquis ta personne, si tu n'as pas construit ta personne, si toi-même tu n'es pas en toi, donc il y a quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quel niveau vous avez atteint en physique, mais il y a une loi en physique qui dit la nature n'aime pas le vide. C'est extraordinaire. La nature n'aime pas le vide. Donc quand tu as une bouteille d'eau et que tu la vides, cette bouteille, elle se remplit d'air. Qui c'est qui a mis l'air? La nature. Rien. Ça s'appelle l'air de rien. En fait, celui qui a mis l'air, c'est celui qui a enlevé l'eau. Vous suivez ou non? C'est-à-dire que si toi, tu n'es pas dans une dynamique de te remplir la tête, ta tête, elle va être vide. Si toi, tu n'es pas dans une dynamique de te remplir ta vie, elle va être vide. Si toi, tu n'es pas dans une dynamique de construire ton couple, eh bien ton couple n'est pas construit. Il n'y a pas de miracle. Il faut arrêter de croire au miracle. Dans les midotes, dans la construction personnelle, dans le chinour, dans le couple, il n'y a pas de miracle. Travaille et tais-toi. Mais les gens, ils sont paresseux, parce qu'ils croient que la paresse, c'est seulement de soulever des cailloux. Non, même la paresse d'exister. Moi, j'étais choqué quand je parlais avec des gens, quand j'avais 17, 18 ans, et que le gars, il me disait, écoute, ça me prend la tête. Alors, je rappelle, pour ceux qui n'ont pas compris, que la fatigue est un phénomène musculaire, et que le cerveau n'est pas un muscle. Donc, tu ne peux pas avoir la tête fatiguée, ça n'existe pas. Ouais. Et la quoi, que le cerveau, c'est un outil. Et si tu l'utilises jamais, c'est vrai que quand tu vas l'utiliser, tu vas avoir l'impression qu'il est fatigué, parce que tu l'utilises jamais. C'est comme une fois, j'ai fait une conférence, un gars, il m'a arrêté, il m'a dit, mais grave, je m'excuse de vous interrompre, mais j'ai délancé comme ça. Je dis, ben c'est normal, tu utilises ton cerveau, c'était la première fois. Il était tout neuf, le gars, il aurait pu le revendre sur eBay, d'accord? Ça veut dire que, quand la Gemara, elle dit, Ikar Shmateta Zvara, le principal de l'étude, c'est la Zvara. Zvara, ça veut dire, l'asbir, ça veut dire, Mistaber, ça veut dire réfléchir. Il faut que tu sens que ça travaille là-dedans. Maintenant, quelqu'un va dire, mais à quoi ça sert d'être intelligent? De toute façon, on est là pour consommer. Alors moi, je vous souhaite, si Dieu veut, que vous ne deveniez pas des produits de consommation. Parce que quand vous croyez que vous consommez, en fait, c'est vous qui êtes consommé par la société. Toi, tu crois que tu rentres dans le magasin, tu achètes ce que tu veux. Mais non, tu achètes ce que le magasin te propose. Donc en fait, c'est le magasin qui te consomme. Tu t'appelles un pouvoir d'achat. C'est pas que toi, tu es en train d'appliquer ta liberté d'acheter. Puisque de toute façon, avec la publicité, tu es obligé d'acheter ce qu'il y a. Et en plus, tu es obligé de l'acheter parce que c'est en solde. Et en plus, tu es obligé de l'acheter parce que ton copain, il l'a. Donc en fin de compte, tu es libre de quoi? Alors, je ne sais pas quel est votre niveau d'exigence de liberté. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous pensez que la liberté, c'est important. Je ne sais pas. Peut-être que vous êtes tranquille, que vous voulez être des brels. C'est possible. Alors, on va tous chanter Frère Jacques, le chant de ralliement des brels. Mais si vous voulez faire autre chose de votre vie, sachez qu'il vaut mieux commencer tôt. Parce que plus tu commences tard, plus c'est violent. Je rappelle cette phrase célèbre de Menchetrit, plus le sommeil est profond, plus le réveil est violent. Vous vous rappelez de cette phrase ou non? En fait, c'est un copain qui dit à son copain, écoute David, réveille-moi à 5 heures. Le gars il dit ok, mais tu me réveilles, j'ai un rendez-vous très important. Ok. Bon, l'autre il vient à 5 heures, il dit David, lève-toi, il dort. Il le pousse, il dort. Il lui marche dessus, il dort. Il lui jette un seau d'eau, il dort. C'est un sommeil profond, hein, ce qu'on appelle un sommeil de jeûne. D'accord? Et il lui jette un seau d'eau, il dort. Il lui met une chénifia à fond, il dort. À la fin, il n'en peut plus. Il prend 2 fils électriques. Il les dénude des 2 côtés, il met deux dans la prise, 2 dans la bouche. Le mec, il saute en l'air. Ouah, il se met à crier, lui qui se plaignait toujours de ne pas être au courant. Il dit, mais t'es un malade! Tu m'as mis les fils électriques dans la bouche? Il dit, non! D'abord, je t'ai parlé. Après, je t'ai appelé. Après, je t'ai crié.
Après, je t'ai remué. Après, je t'ai piétiné. Après, je t'ai trempé. Après, je t'ai branché. Alors, je vous donne la phrase très connue de Ben Chetrit. La violence du réveil dépend de la profondeur du sommeil. Plus tu dors profondément, plus le réveil est violent. Donc, c'est toi qui as choisi la violence. Vous me suivez ou non? Celui qui se retrouve avec un divorce horrible, mais parce que ça fait 14 ans de mariage dans le sommeil, dans le coma. Vous me suivez ou non? Celui qui découvre que son associé il le vole depuis 20 ans, c'est parce qu'il n'a jamais refait les comptes. On a confiance, ok, mais baba, donne-moi les livres que je vois ce qui se passe, fais-moi voir la banque. Ah non, tu sais, c'est un cousin, oh, il est religieux, oh non. Fais-moi voir les comptes, s'il te plaît. Ah, t'as pas confiance, ça veut dire quoi? Hein, ça veut dire tu crois que je suis qui? Moi, tu crois que je suis un voleur? Tu vois, les mots, ils sortent de ta bouche, la cavone. Viens, on regarde les comptes. Déjà, quand tu veux pas que je regarde les comptes, je sais que t'es un voleur. Toi-même, tu t'accuses. Oui? Après, tu tombes des nues, tu dis, écoutez, je m'y attendais vraiment pas. Rav, je suis choqué, j'ai découvert des choses, j'ai découvert ça, j'ai découvert... Mais la découverte, c'est pour Christophe Colomb. Vous suivez ou non? L'autre, il a découvert que son fils, ça fait 1 an et demi qu'il ne va plus à l'école. Mais tu ne suis pas les devoirs. L'autre, il a découvert qu'il a besoin de beaucoup d'argent de poste, qu'il reste longtemps aux toilettes et qu'il sort avec les yeux vitreux. Qu'est-ce que tu crois qu'il fait là-bas? Des mots croisés. Et cette odeur, c'est quoi? Des tiges de cerises. Eh bien, écoutez, je ne m'y attendais pas du tout, surtout qu'il est dans une école hyper religieuse. Pourquoi le Yetzara, il est mort à l'entrée de Beit Vegan? On a retrouvé son cadavre. Il est en pleine forme, il a une pêche de folie, et en plus, il sait qu'ici, il va trouver des proies de valeur. Alors pourquoi il va aller s'embêter à déchirer, à déchiqueter des jetés de 100 km de Provins, alors qu'il peut avoir des tzadikim juste en face de Kol Torah? C'est-à-dire que nous, on ne connaît pas notre valeur, mais lui, il connaît notre valeur. C'est le Rabbi de Lubavitch, il disait, les nazis, ils employaient 200 et 300 hommes pour aller chercher un enfant juif. Vous savez, des fois, on cachait des juifs dans des maisons, on cachait des enfants, les parents, ils étaient partis ou cachés ou déportés, et les orphelins, on les cachait dans des maisons d'orphelins goy. Malheureusement, il y avait une dénonciation, et les responsables de la maison, ils disent qu'on ne peut plus vous garder, alors enfuyez-vous. Maintenant, imagine la détresse d'un enfant de 7 ans et demi qui court dans la forêt. Et derrière lui, il y a 200 SS, les mecs qui reviennent de Russie. Ils font 1m80, ils pèsent 100 kilos. Ils ont arraché des gorges avec leurs mains. Ils le cherchent. Lui, il a 7 ans et il le cherche. Et tu prends la photo, tu dis, mais ils n'ont rien à faire, ces gars-là. Ils sont 200 en train de courir après un enfant. Mais qu'est-ce qu'il va leur faire? Ok, c'est la guerre, il y a un ennemi en face de toi. Lui, c'est un commando anglais, toi, tu es un commando allemand. Ok, c'est la guerre, ok. Mais laquelle guerre? L'autre, il a 7 ans. Il fait pipi sur lui de peur. Il court dans la forêt, il s'affole. Et l'autre, ils sont là. Moi, j'étais pas dans les camps de la mort. Hein. Mais quand je m'arrête en Allemagne et que le train s'arrête et qu'on entend Achtung, Achtung, déjà je vais mourir. Je vais mourir, il n'y a rien maintenant, il n'y a rien. C'est juste en Allemagne, Achtung, Achtung. C'est-à-dire je suis dans les camps de la mort, je descends du train, je vais vers la chambre à gaz. Alors imagine l'enfant de 7 ans avec les 200 SS qui lui courent après. Alors il a dit le Rabbi de Lubavitch, si les SS, ils étaient capables d'envoyer 200 personnes pour aller attraper un enfant juif, ça veut dire qu'ils ont compris la valeur d'un enfant juif. Et nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On gaspille un enfant juif. On laisse pourrir un enfant juif. Mais je ne parle pas des parents, moi. Je parle de la personne elle-même. Elle-même, la personne, elle sait qu'elle est un enfant juif et elle se laisse pourrir par des nazes. Parce que nazi, c'est parti nazi, c'est nazion, c'est bande de nazes. C'est comme ça qu'on le reconnaît, les nazis. Ouais. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est de dire jusqu'à combien moi-même je me juge positivement pour savoir que je vaux ce que je vaux. Maintenant, le fait que tu saches que tu vaux, ça ne t'oblige pas forcément à choisir ta voiture, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut acheter une Volvo parce qu'elle vaut le veau qui est dedans.
Volvo. Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Pour des esprits rapides, quand même, c'est étonnant. Mais c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle a compris ça. Elle a compris la valeur. Mais le problème, c'est que pour que la personne, elle comprenne la valeur, il faudrait qu'elle soit, attention, assez proche d'elle pour connaître sa valeur et assez éloignée d'elle pour se rendre compte qu'elle parle d'elle. Vous me suivez ou... Alors j'ai dit cette phrase-là plusieurs fois, même cette semaine, mais je vais la redire quand même, parce qu'elle peut vous servir. Cet après-midi, j'ai fait une petite interview avec Michel Boujna. Entendu parler de lui, non? Il est très très intéressé par des conférences de moi. Il en a vu des dizaines. Bon. Alors on a parlé comme ça. Alors lui, il disait qu'il doit faire évoluer son spectacle au fur et à mesure. Je dis, moi aussi, j'assiste à tous mes spectacles, à tous mes shiurim, ouais, et je fais évoluer. Un rabbin, il m'a dit, dis-moi, il y a 30 ans que tu enseignes, tu es encore à la mode. Je lui ai dit, je suis un produit évolutif. Ma femme aussi, elle m'aime encore, parce que j'évolue. Ouais. Mes enfants aussi, ils sont impressionnés, parce que je grandis. Toute la vie, c'est comme ça. Ça s'appelle l'Eitrachut. D'accord? Alors maintenant, regardez cette phrase. C'est marqué dans Pirkei Avot, Im en ani li mili. Ve'im lo arshav ematai. Im en ani li mili. Bon, ici tout le monde comprend l'hébreu. Donc, si je ne suis pas pour Émilie, qui est pour Émilie? C'est évident, d'accord? Im en ani li. Si moi, je ne suis pas pour moi, mi li. Qui est pour moi? Alors, cette formulation, elle est bizarre. Parce que normalement, on n'aurait pas dû dire Im en ani li mili. On aurait dû dire Im en ani ani mi ani. Im en ani ani, si moi je ne suis pas moi, mi ani. Alors soit je vais dire qui est moi, ou qui peut être moi. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que un des plus grands Yetzirara qui existe, c'est d'obliger l'autre à être moi. Vous me suivez ou non? Par exemple, quand je dis à l'autre, oui, moi, à ta place, j'aurais fait différemment. Ça veut dire que je te regarde toi à travers moi. Ou tu dis, oh, toi, tu n'étais pas là quand j'ai eu besoin de toi. Ça veut dire que tu veux que moi, je sois à ta place à toi. Mais je ne peux pas être toi. Je peux t'aider, je peux te soutenir, je peux te entretenir, je peux te payer, je peux te caresser, je peux t'encourager, mais je ne peux pas être toi. Je ne peux pas. J'ai beau essayer, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que si moi je suis toi, tu sers à quoi toi? Et le bon Dieu, il en a mis deux. Tu crois que c'est une doublette? C'est-à-dire que toi, tu es important et moi, je suis important. Ok. Alors donc, si c'est comme ça, pourquoi on n'a pas marqué Im en ani ani mi ani? Si moi, je ne suis pas moi, qui est moi? Ouais. Pourquoi on a marqué Im en ani li mi li? Et c'est quoi li? Li, c'est pour moi. Im en ani li, si moi, je ne suis pas pour moi, mi li, qui est pour moi? Alors là, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'il y a moi et il y a moi. Et il y a un moi qui s'occupe de moi pour que mon moi devienne moi. Et ouais, combien vous êtes? C'est bizarre, non? Vous me suivez ou non? Ça veut dire qu'il y a mon moi qui est là et il y a un autre moi. Il s'occupe de moi. Quand j'avais 14-15 ans, comme ça, j'avais un ami, il s'appelait Alexandre. C'était un très bon copain, il était toujours avec moi. Moi, j'étais dans les écoles Goy. Alors Alexandre, il me disait, ah vas-y, révise encore, tu maîtrises pas la leçon. Bon, il me disait, bah, pourquoi tu rigoles, c'est pas marrant. Après, il me disait, pourquoi tu pleures, c'est juste un film. Après, des fois, il me dit, t'es un paresseux. Des fois, il me disait, Kolakavod, bravo pour ce que t'as fait. Et pendant 4 ans, il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et vraiment, je lui suis reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité, il n'a jamais existé. C'est un truc que j'ai inventé. En fait, c'est un Iria 2 avant le retour. Ouais. C'est un gars, moi, en parallèle de moi, qui me regardait moi pour m'aider à moi. En français, on appelle ça l'introspection, la projection, mais je ne savais pas, moi j'avais 15 ans. Donc j'ai fabriqué le moussard sans le savoir. Ouais. Et donc, j'ai gagné beaucoup de temps, parce qu'au lieu d'attendre d'être jugé par l'autre, je me suis jugé moi-même. Le problème, c'est que d'être jugé par l'autre, c'est anxiogène, c'est angoissant, ça travaille la susceptibilité, la gava, c'est dur. Mais jugé par toi-même, il n'y a pas de problème. Vous me suivez ou non? Parce que si, quand tu te juges toi-même, tu as honte de toi, il faut consulter, Baba. Ouais. Si tu t'engueules avec toi parce que toi, tu as osé te faire une remarque à toi, et ouais, ça devient compliqué. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, tu acceptes, toi, de t'occuper de toi. C'est ça, li. Im en ani li. Et si vous allez dire, bon, mais c'est un petit peu
un peu tiré par les cheveux, comme dit Bruce Willis. Non. Parce qu'en fait, la logique, c'est quoi? C'est que, de toute façon, on vit comme ça. Par exemple, le matin, tu te lèves. Qu'est-ce que tu dis? Je me lève. Le je qui se lève. Le je, c'est qui? C'est toi. Le me, c'est qui? C'est toi. Et combien vous êtes? En fait, celui qui veut se lever, c'est le je. Celui qui ne veut pas se lever, c'est le me. Me. On l'appelle le bœuf. Quand on est enrhumé, le me devient le bœuf. Ouais. Ce qui amène d'ailleurs à la bœuf, mais ça, c'est encore un autre. Bon. Toujours une question d'herbe, finalement. Oh la vache. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en fait, il y a une personne en toi qui veut se lever, c'est le je, et une personne qui ne veut pas se lever. Maintenant, c'est la personne qui veut se lever qui lève la personne qui ne veut pas se lever. Ça s'appelle je me lève. C'est bon? Oui. Alors maintenant, je me prends en main. En moi, il y en a un qui veut réussir ses études, qui veut réussir la yeshiva, qui veut se marier. Et il y en a un qui ne veut pas. Il est paresseux, il est lourd, il est Allah, il est blata. Donc, il y a le je et le me. Maintenant, quand moi, je me prends en main, ça veut dire que je me prends en main. Vous me suivez ou non? Voilà. Mais malheureusement, ça existe dans le sens inverse. Je me sens pas bien. Donc moi, je me donne les moyens de continuer ma dépression. J'ai une voix en moi qui me dit « Allez, tu vas t'en sortir ». Et j'ai une autre voix qui dit « Oh non, c'est vachement confortable d'être une victime parce que tout le monde te plaint, tout le monde te dorlote, tout le monde s'occupe de toi. » Tu dis « Oui, chérie, mais à 48 ans quand même, il faudrait passer à autre chose. » Jusqu'à quand tu vas allaiter? Allaite tes bêtises, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi-même, tu es complice de ta lourdeur. Comme quelqu'un dit, je sais pas, je sais pas, tu apprends. Ah, tu dis non, c'est pas évident. Alors donc, arrête de te plaindre de ne pas apprendre, de ne pas connaître. Ça va? Donc tu vois qu'on vit, en fin de compte, de manière pronominale. Ouais, c'est moi qui m'occupe de moi. Je me. Alors exactement pareil. Li, c'est quoi Li? Li, c'est Annie qui s'occupe de Annie. C'est moi qui m'occupe de moi. Quand j'ai des gens qui sont vraiment en vraie dépression, qui sont à jeter comme ça à la limite devant la fenêtre en train de dire je dois faire un pas en avant, je leur raconte une histoire. Je dis je vous raconte une histoire. Vous me dites ce que vous en pensez. C'est quoi l'histoire? Il y a un avion qui s'est écrasé dans la cordillère des Andes. C'est là-bas au Tibet, là-bas. Un endroit où il ne faut pas aller. D'ailleurs, c'est marqué à l'entrée de Tibet ou quoi. Bon. Et l'avion, il est tombé. Et il y avait 50 passagers. Et il y a 48 morts. Écoutez. Il reste 2 survivants. Un homme de 30 ans et un enfant de 8 ans. Maintenant, ils ne se connaissent pas. Qu'est-ce qu'il fait l'homme de 30 ans? Parce qu'a priori, c'est un adulte. Il va voir l'enfant. Bon, il voit qu'il n'y a pas de radio, il voit qu'il n'y a pas de chauffage, il voit qu'il n'y a pas de nourriture, il voit qu'ils sont à 100 km du premier village. Il ramasse des habits, des anoraks et tout ça, il couvre bien le petit. Après, lui aussi, il se couvre bien, il se met des doubles de pantalons, des doubles de chaussures, et il commence à marcher dans la neige. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il l'arrête. Il dit, monsieur, excusez-moi, où on va là? Et écoute, on y va. Il dit, où on va? Il dit, non, mais on va où? L'enfant, il dit, écoute, on est à 100 km du premier village, il fait moins 30, on n'a pas de chauffage, on n'a pas de nourriture, on n'a pas de radio. Ça ne sert à rien de marcher. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je pose la question à la personne qui est devant moi, qui est en pleine dépression. Je dis, mais si vous étiez à la place de l'adulte, qu'est-ce que vous auriez dit à l'enfant? Alors, il y a plusieurs réponses. Il y en a qui disent, oui, il a raison, on va mourir. Alors celui-là, il faut l'emmener tout de suite à l'hôpital. Il va se suicider ce soir. Bah oui, parce que vous avez compris que l'enfant, c'est celui qui ne se sent pas bien en toi, et l'adulte, c'est celui qui veut s'en sortir. D'accord? Après, il y a des gens qui disent, écoutez, je ne sais pas. Donc ceux-là, ils attendent d'être pris en charge. Après, il y a des gens qui disent, non, écoutez, on ne va pas se laisser aller comme ça, on va marcher, puis peut-être qu'on va rencontrer quelqu'un, peut-être qu'on va trouver une grotte, peut-être qu'on va trouver de quoi faire du feu. Celui-là, il va s'en sortir. Alors, vous voyez cette logique-là? Qu'en toi, il y en a un qui s'enfonce et un qui veut s'en sortir. Il y en a un qui est paresseux, il y en a un qui veut réussir. Et bien, ce double langage-là, c'est ça le lit. C'est moi qui m'occupe de moi. Maintenant, il y a une petite nuance qu'il faut faire. C'est que pour qu'il y ait un moi qui s'occupe de moi, il faut que ce moi, il existe. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il y ait quelqu'un. C'est pour ça que j'ai dit 1 million de fois qu'en français, le mot personne,
il veut dire personne et il veut dire personne. C'est qu'il y a une loi à l'UNESCO, il y a une loi dans la Constitution française, la loi de la Constitution mondiale, qui s'appelle le respect de la personne. Mais comment ça se fait que le mot personne, il veut dire personne et personne? Alors je vous résume la phrase, c'est très simple. C'est comment tu peux exiger le respect qui est dû à la personne, alors qu'au fond, tu sais très bien que tu es personne. Ici, tu es personne. C'est pas grave de te tuer, puisque même en te tuant, on a tué personne. Puisque tu es personne. Alors tu dis, alors comment on fait pour ne pas être personne? Eh bien, pour ne pas être personne, il faut être quelqu'un. Ah bon, comment on fait pour être quelqu'un? Eh bien, un, ça vient de unique. Donc, quelqu'un, c'est que tu développes ton côté unique. Maintenant, si tu ne développes pas ton côté unique, tu n'es pas quelqu'un, tu es quelque-onc. C'est du français aussi, ouais. Et donc, tu sors de la catégorie chacun, tu rentres dans la catégorie tout le monde. Alors, je ne sais pas quel est votre niveau d'appréciation philosophique des événements, mais si chacun c'est quelqu'un, oui, chacun c'est quelqu'un. C'est-à-dire, toi t'es quelqu'un, 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 toi t'es quelqu'un. Parce que la Torah, elle témoigne que Shem Shepartsoufé Em Shonot, Kardatem Shonot. La manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Ça veut dire que nous avons tous un da'at différent. Et le da'at, c'est quoi? C'est la particularité de moi. Alors pourquoi j'ai un da'at différent? Parce que j'ai une neshama différente. Donc j'ai une neshama différente de l'autre. J'ai un da'at différent de l'autre. J'ai un esprit, j'ai une conscience, j'ai un intellect, j'ai une perception de la réalité qui est différente. J'ai un corps qui est différent et j'ai un vécu qui est différent. Donc en fait, on est différents. Ok, super. Maintenant, le problème, c'est comme ça. Si chacun est unique, attention, réfléchissez bien, ça prend 2 minutes, faites comme si je vous posais la question personnellement. Si chacun est quelqu'un, tout le monde, c'est quelqu'un ou tout le monde, c'est personne? Vous avez compris ce que je dis ou... Ouais. Chacun, c'est quelqu'un. Maintenant, il y a une entité qui s'appelle toi, 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 toi. Il y a une autre entité qui s'appelle tout le monde. Ça s'appelle un cibourg, ça s'appelle un groupe, ça s'appelle une ambiance, ça s'appelle une famille, ça s'appelle tout le monde. Maintenant, est-ce que tout le monde c'est quelqu'un? Oui ou non? Chacun c'est quelqu'un, mais tout le monde c'est personne. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout le monde c'est quelqu'un ou personne? N'ayez pas peur, on est entre nous. C'est quelqu'un? Tout le monde c'est quelqu'un? Tu peux parler à tout le monde? Tiens, je vais appeler tout le monde. Mais non. Chacun, c'est quelqu'un, mais tout le monde, c'est personne. Alors la question, elle est grave. Écoutez bien ça. Et si vous n'arrivez pas à l'écouter, c'est que ça vous concerne et le Yetzirah vous empêche de l'écouter. C'est que si toi, tu sais que quelqu'un, c'est quelqu'un et que tout le monde, c'est personne, comment tu espères devenir quelqu'un en faisant comme tout le monde? C'est peut-être pas le moment d'y aller. Vous avez compris ou non? C'est extraordinaire. Vous avez compris l'idée ou non? Elle est belle, non? Ah, j'ai bien fait de venir. Vous avez compris ou non? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le groupe. Il y a l'attirance de faire partie d'un groupe, d'un club, d'une bande, d'un gang. Ouais. Mais le gang, c'est personne. Le groupe, c'est personne. C'est rien du tout. C'est que de l'air. Parce que tous les copains, tous les potes, tous les copines, au moment de la réalité, il n'y a plus personne. Tu sais, si l'oralé-nous, chasvichalom, simsilé-nous, un gars du groupe, il a atteint du cancer, il ne peut pas dire aux copains, allez, on en prend 10% chacun. Ah ben non, chacun il est devant la maladie. S'il y en a un qui se fait attraper par la police, les autres ils ne vont pas dire, allez viens, on partage la peine. Non. Si un il prend un prêt, ils ne vont pas partager la dette. C'est comme ça. C'est qu'en vérité, ne le prenez pas mal, hein. Je sais que vous êtes jeune et que la vie est belle et qu'il fait beau, enfin surtout en ce moment. Chaque fois je viens, il pleut en ce moment. Je ne sais pas si... Personne ne me dit, ah, t'as amené le soleil. Non, ben non, là, j'amène la tempête. C'est ce qu'ils disent, pour rassurer, ouais. C'est comme les radins, ils disent, c'est l'intention qui compte. Maintenant, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que si la personne, elle ne se donne pas les moyens d'être quelqu'un, je vous garantis qu'elle va être personne. Le problème, c'est que quand elle est personne, ça veut dire que l'espace, il est libre. Et on a dit que la loi en physique, c'est que le vide n'existe pas. Alors, de quoi il se remplit un vide de toi? De quoi il se remplit le vide de toi quand toi, tu n'es pas là? Parce qu'on est censé être moi et moi. Moi,
qui est potentiel et moi qui est réel. Moi qui est enfant, moi qui est adulte. Moi qui est paresseux, moi qui veux réussir. Mais si je n'ai pas un moi qui va m'aider moi à devenir moi, alors c'est qui ce moi qui parle à la place de moi et qui n'est pas moi? Et la preuve, c'est que je le dis moi-même. Quand je me fais attraper, je dis « c'était plus fort que moi ». Alors quand il y a un truc en toi qui est plus fort que toi, c'est comme si je te prends la tête et je te la mets dans un pot de caca. Comme ça, trac, tu dis tiens, c'est bon pour le visage. Tu dis mais t'es malade, je vais te déchirer. Ok, mais si tu le fais toi-même, là tu dis que c'est la liberté. Mais si moi je te l'oblige, que tu me dis tu m'écrases, je vais te tuer. C'est bizarre, non? C'est bizarre. C'est-à-dire que tu fais des choses débiles, tu fais des choses qui te détruisent, tu fais des choses qui te pourrissent, tu fais des choses qui te font rater l'essentiel de ta vie, mais quand ça vient de toi, tu appelles ça la liberté, et quand on te l'impose, tu appelles ça les camps de la mort. Ils sont bizarres, les gens. Comme si d'être CON, c'était une mitzvah, et d'être voyou, c'était un chassid. Vous comprenez ou non? Mais Rabotai, excusez-moi, hein. C'est pas un problème de religion, ça. C'est un problème de vie. Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que tu aimes la vie? Est-ce que la vie, elle vaut la peine? Est-ce que toi, tu vaux la peine? C'est ça qui est important. Est-ce que tu as une ambition? Est-ce que tu veux faire quelque chose de tes jours? Ou non? Alors, je sais ce que les gens ils disent. Moi aussi, j'étais jeune. Ils disent, moi, pas maintenant, plus tard, je veux m'amuser, j'ai pas la tête, ça me saoule, j'ai pas les nerfs. Mais je m'excuse, hein, ne le prenez pas mal. Hein. Vous savez ce que c'est, ça? Vous la voyez, celle-là, ou non? Vous pouvez mettre la Inara, ça vaut que dalle. Non, j'en ai eu une belle et je l'ai cachée parce que à chaque fois que je la montrais, après le verre, il se pétait. Non, c'est un copain suisse, un gentil, il m'a offert une montre. Après, je ne savais pas, elle coûtait 4000 €. Moi, je croyais que c'était genre. Après, je l'ai planquée. J'ai dit, celle-là, je la garde pour un mariage. Donc, celle-là, elle est là, vous pouvez la regarder. D'accord. Ça s'appelle Seconda. Ça veut dire c'est toujours celle qui vient en seconde. Parce que la première, tu la planques. Ouais. Ben, ça, c'est une montre. Alors, vous savez à quoi ça sert, une montre? Ça sert à te rappeler que le temps passe. Moi, j'étais un malade mental, donc je ne peux pas vous souhaiter ça. Moi, j'étais un vrai malade. Ça veut dire que j'avais la hantise du temps. J'apprenais, je me suis entraîné des heures et des heures à réfléchir à 4 choses à la fois. C'est-à-dire que je parle avec quelqu'un, je réfléchis sur le sujet, en même temps j'ai un sujet philosophique sur lequel je réfléchis, en même temps que je parle avec la personne, en même temps j'imagine le scénario d'un roman que je dois écrire, et en même temps je réfléchis comment ça se fait que la peinture, elle tient mieux sur le bois que sur le métal. Les 4 en même temps. Pourquoi? Parce que je voulais utiliser 4 fois la même seconde. Je dis, mais à quoi ça sert? De toute façon, il faut vivre avec son temps, il faut penser à la vitesse qu'on pense. Mais j'avais peur. Pourquoi? Parce que je savais qu'à 20 ans, il allait falloir que je prenne les plus grands choix de ma vie. Et c'est là que je vais être brêle. Parce que rappelez-vous qu'entre 15 et 21 ans, tu choisis ton niveau intellectuel. Parce que je peux vous dire que si tu n'as pas fait 3-4 000 équations, ou si tu n'as pas fait 500 dapim en Youn, tu es un Ahmad. C'est pas grave, il en faut. Et qui c'est qui va laver le parterre? C'est normal, d'accord. Après, qui c'est qui va acheter au détail? Si tout le monde devient grossiste, donc c'est normal, d'accord. Donc, si tu n'as pas développé ton niveau intellectuel, après, en fonction de ça, tu vas pas développer ton niveau professionnel, parce que c'est dur de rentrer dans une école d'ingénieur quand tu dis que 2 x 6, ça fait 22. C'est compliqué. Tu peux pas non plus être un Talmid Chacham, parce qu'il faut quand même un cerveau qui fonctionne régulièrement et assez puissamment. Donc, en fonction de ton niveau intellectuel, tu as choisi tes études. En fonction de ton niveau spirituel, parce que tu as fait tchouva ou tu n'as pas fait tchouva. Tu es avec Hachem ou pas avec Hachem. Or, je rappelle que ceux qui sont avec Hachem, Hachem s'occupe d'eux. Ceux qui ne sont pas avec Hachem, Hachem les inclut dans la globalité, ce qu'on appelle Hashgacha Klalit, de tous les pathos. Maintenant, tu peux avoir une Hashgacha de pathos en plein Bnei Brak. Je dis non, Shalom, c'est El Mazali Israël. Va étudier au lieu de parler de n'importe quoi. Le Sforno, il dit Rov Uma Israéli Tachat Mazal. La majorité du peuple d'Israël est soumise au Mazal. Parce que c'est quoi le Mazal? Le Mazal, c'est que quand tu n'entretiens pas une relation particulière avec Dieu, Dieu, il entretient une relation générale avec toi. Donc, ça veut dire que quand tu ne veux pas être quelqu'un, tu deviens personne. Et personne, c'est qui? C'est tout le monde. Maintenant, Dieu, il a une manière de gérer tout le monde et une manière de gérer quelqu'un. Maintenant, si toi, tu es unique, il va s'occuper de toi de manière unique.
Si toi tu dis non, non, moi je suis un citoyen du monde, je suis une particule dans l'univers, je suis rien, eh ben on a une gestion du rien. On va s'occuper de rien, puisque tu penses que tu es rien, même moins que rien, ce qui est très difficile à définir au niveau quantité. Ouais. Il dit maintenant, de quoi je parlais juste avant? Décision. De Entraîne, niveau intellectuel. Voilà. Donc entre cet âge-là, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tu définis ton niveau intellectuel, ton niveau spirituel de Uchaniout. En fonction des deux, tu vas décider de ton métier, de ton choix de vie. En fonction des trois, des gens que tu côtoies, parce que c'est très rare qu'un ingénieur en agro-chimie, il se marie avec une coiffeuse, parce que de quoi ils vont parler? D'accord? Après, en fonction de ça, les gens que tu côtoies, en fonction des gens que tu côtoies, la personne que tu épouses, en fonction de la personne que tu épouses, les enfants que tu auras. Tout ça entre 15 et 21. Qu'est-ce qui fait l'Yetzer Hara? Il te déchire la tête entre 15 et 21. Du coup, les études, tu les as pas fait. La yeshiva, tu n'as pas profité. Les gens que tu as côtoyés, ils t'ont aidé à découvrir des choses incroyables. La personne que tu as côtoyée, tu es obligé de l'épouser parce qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est Nahmara, qu'est-ce que tu veux? Il en faut des vaches. D'accord. Et après, les enfants que tu vas avoir, mais d'où ils sortent ces brels? Mais d'où ils sortent les brels? Les brels, ils sortent des brels. Parce que les pommiers, ils font des pommes, les pommiers, les poiriers font des poires, et les hmariers, ils font des hmar. Alors tu dis, mais c'est grave. C'est-à-dire que toute ma vie, elle est décidée en 5 ans. Baruch Habba Bekom, bienvenue au club des conscients. Moi, pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour vous prendre la tête. Parce que toute la journée, je reçois des shalom bayit. Quand les gens ils viennent en couple, ils viennent pas pour la dernière semaine. Ils viennent sur les 17 ans de mariage. Mais les 17 ans de mariage, ils ont été précédés de 20 ans de vie. Donc on est obligé de remonter à la naissance pour comprendre comment ils ont pu se rencontrer, et pour comprendre comment chacun existe, et pour comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à coexister, et pour comprendre pourquoi ils se prennent la tête les deux. Mais donc bizarrement, je m'excuse, ne le prenez vraiment pas mal, je vous aime tous, mais bizarrement, les schémas, ils reviennent. Ah ben oui, vous croyez en Dieu? Oui, non, on est entre nous. Oui. C'est marqué avec Jbochou, mais avec Zivukim. Hachem, il crée des couples. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Tzadeket, les tzadiks. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit? Risha, les rachas? Non. Il dit Proutsa, les rachas. Rashi dans Sota d'Avbet. Même un gars pas intelligent, il peut dire d'Avbet. Ouais. Pourquoi Rashi, il a dit Tzadeket, les tzadiks? Et il n'a pas dit Risha, les rachats. Il aurait dû dire Tzadeket, une fille juste, une tzadeket pour un homme juste. Et il aurait dû dire une mécréante pour un mécréant. Non, non, non. Pourquoi il a dit Proutsa? C'est Rashi, hein? Non, parce que les gens disent ouais, bon, Rachid. Non, j'ai pas dit Rachid, j'ai dit Rashi. Ouais. Pourquoi? Mais c'est très simple. Parce qu'un rachat, c'est quelqu'un qui dépasse les limites. Et une proutsa, c'est quelqu'un qui dépasse les limites. C'est ça, paroutz. C'est pour ça qu'on doit... La ville la plus sale de France, du monde, c'est Paritz. Qui a les mêmes lettres que Tserfat. C'est paroutz. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne que tu vas épouser, Baba, elle a un seul défaut. Elle te ressemble. Tu dis, mais elle est horrible. Eh ben, n'achète pas un miroir, tu l'as en face de toi. Une fois, un garçon, il est venu chez moi. Il m'a dit, Rabbi Chetrit, moi, je veux une sadéquette, je veux une fille sérieuse, je veux une fille de famille, je veux une fille pure. Et bien sûr, comme vous l'avez bien compris, une première main. Je lui dis, mais toi, t'es qui toi? T'es le fils du Stapler? T'es qui? Il m'a dit, non, moi, j'ai vécu ma vie, je me suis amusé, j'ai déliré, j'ai khladédé, j'ai traité, mais je pense que le bon Dieu, il doit m'envoyer quelque chose de bien. Je dis, mais t'as fait tchouva? Il me dit, pas vraiment. Je dis, pourquoi le bon Dieu va t'envoyer une fille sérieuse puisque t'es pas sérieux? Il m'a dit, pourquoi pas? Il paraît que si on demande, on peut tout avoir. Je dis, moi, je vois pas le rapport. Parce que, ok, pour toi, c'est une affaire, mais elle, la pauvre, pourquoi elle va tomber sur un tordu? Sous prétexte que monsieur, il a des exigences. Un tordu, il peut acheter une Maserati, mais un tordu, il peut pas acheter une Zadeket.
C'est comme si tu vas dans une banque et tu dis bonjour, je voudrais de l'intelligence. Elle dit non, bah, repassez, c'est pas en solde. Ouais. Bah non, ça s'achète pas. Je vais vous dire un secret, tout ce qui a de la valeur ne s'achète pas. Tu mets les diamants, ça a de la valeur. Quand tu as perdu quelqu'un, achète 3 diamants, ça va te faire du bien. Ben non, ça n'a pas de valeur. Ah pourtant, c'est valorisé. Oui, c'est valorisé chez les gens qui n'ont pas de valeur. Alors il m'a dit, bah moi je vais la trouver la fille, puisque vous pensez que je ne peux pas la trouver. Mais c'est un peu choquant ce que je veux vous dire. Vous êtes bien ou vous êtes... Ça va? Oui? Non? Mais c'est violent. Ça va? Vous m'en voudrez après ou vous allez dire bon? Et au bout d'un an, il vient me voir, il me dit, regarde, avec l'alliance, je l'ai trouvée, la fille sérieuse, la fille de famille, la pureté, la crème du séminaire. Je dis, et moi je comprenais pas, je dis, comment le bon Dieu il a gaspillé une fille comme ça pour un mec pareil? Il m'a dit, elle n'a pas touché un garçon. Ah, j'ai dit, ok. Je lui ai dit, t'as vérifié avec les filles? Il est devenu blanc. Je lui ai dit, est-ce que tu as vérifié si un garçon n'a pas touché? Mais est-ce qu'une fille l'a touché? J'allais dire, je vous ai dit que ça allait être violent. Il est devenu tout blanc. Il revient 3 semaines après, il me dit, ah ben vous avez raison, vous m'avez maudit. Je dis, je t'ai pas maudit, papa. Je t'ai pas maudit. Tu prends une échelle pourrie, tu montes, tu vas tomber. Qui t'a maudit? Toi, parce que tu as choisi la mauvaise échelle. Maintenant, pourquoi tu as choisi la mauvaise échelle? Parce que tu es mauvais. Pourquoi je vais te donner du bon alors que tu es mauvais? Il dit, mais c'est grave, c'est grave. Alors on est condamné. Tu n'es pas condamné. Non, tu es condamné à évoluer. Tu es condamné à grandir. Tu es condamné à changer. Tu es condamné à t'en sortir. Tu es condamné à devenir bon. Maintenant, tu dis, je veux pas. Eh bien, c'est pas grave, il y a un mazel pour toi. Il y a des khmarot, il y a des voleurs, il y a des voleuses, il y a des fous, il y a des malades, il y a des pervers, il y a des débiles. Il y en a, grâce à Dieu, on a le zoo en libre accès. Toi, tu dis, non, moi, je veux Machéou. Alors, pour avoir Machéou, il faut être Michéou. C'est vrai, moi, je ne sais pas comment j'ai mérité ma femme. La vérité, je ne sais pas. Au bout de 3 rencontres, j'ai dit au Rav, je suis comblé. Il m'a dit, mais t'es fou, 3 rencontres, mais non, il faut continuer. J'ai dit, moi, j'ai le diamant. Et elle, qu'est-ce qu'elle me dit toute la journée? J'ai beaucoup prié, Hachem m'a envoyé un homme extraordinaire. Mais non, c'est pas pour moi et elle. C'est juste pour vous dire que la loterie nationale, ça n'arrive pas aux gens qui jouent. Parce que quand tu joues, tu gagnes ou tu perds. Alors ne joue pas. Investis. Et quand tu investis, tu gagnes. Maintenant, les gens, ils ne veulent pas investir. Ils veulent jouer. Ils jouent, et ils perdent. Parce que sachez que la banque ne perd jamais. Sachez que le casino ne perd jamais. Sachez que la loterie nationale ne perd jamais. Pourquoi? Parce que tant qu'il y aura des pigeons, elle va s'enrichir. Maintenant, quand tu joues à un jeu où il y a une chance sur 16 millions d'avoir la réussite, d'avoir les numéros dans l'ordre, c'est pas que t'es brêle. C'est que tu es tellement paresseux que tu espères que la vie, elle va faire la chose à ta place. Ça s'appelle tirage au sort. Mais si tu veux gagner 32 millions d'euros, emprunte 30 000 euros à des copains, lance-toi dans l'immobilier, travaille jour et nuit pendant 30 ans, et tu auras les 30 millions d'euros. Tu les auras, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Tu veux finir le chasse? C'est DAF après DAF. Vas-y, fais-le. Ah, c'est pas évident, il y a des dapim plus longs, plus épais, des fois il y a des mots en araméen. Ok, je comprends pas, tu as appris le japonais pour faire du commerce. Et finalement, tu as travaillé dans la restauration. Et quand je te dis d'apprendre l'araméen, tu me dis à quoi ça sert? Donc toute la vie, c'est comme ça. En fait, la vie, vous avez compris maintenant, c'est les moyens que tu te donnes pour devenir toi. C'est les moyens que tu te donnes pour devenir un serviteur d'Hachem. Et serviteur d'Hachem, c'est ça la vraie liberté. Toujours les gens ils me disent, oui mais Rav Chetrit, est-ce que vous ne pensez pas que la religion c'est une forme d'obscurantisme, une forme de blocage, une forme de névrose? Je dis, mais t'as vu ma gueule? Tu m'as déjà vu faire la tête? T'as vu que je me suis écroulé devant une situation? T'as pas vu que le gars qui te soigne, c'est moi qui le soigne? C'est quand même bizarre, non? Moi, j'ai pas fait d'études de psychologie. Et toi, le mec qui te soigne, il m'appelle pour que je le soigne.
Alors j'ai dit, c'est qui le malade? Donc tu es soigné par un malade, et moi je soigne le malade qui te soigne. Et moi je suis mal dans ma taux. Tu m'as vu, moi, être mal, tu m'as vu être tordu, tu m'as vu être stressé, tu m'as vu. Alors, comment j'ai fait? J'ai travaillé. C'est pour ça que je vous ai parlé de l'âge. Bon, maintenant, je ne sais pas si moi je suis une règle, j'en sais rien, si je suis un conseil, je ne sais pas. Mais moi j'ai commencé à 13 ans. 13 ans. Avec des proverbes débiles, des proverbes débiles. Genre, si tu vois un géant, regarde bien si ce n'est pas l'ombre d'un pygmée. Un autre débile aussi, c'était ne jette pas la pierre à ton voisin quand ta maison est en verre. Parce que quand le caillou il va revenir, ne dis pas il m'a éclaté, mais ta maison elle est en verre. J'ai commencé avec des proverbes à 13 ans. D'accord? À 17 ans, je dictais des dissertations de philosophie à des gars qui étaient en 4e année d'Hippocane, c'est-à-dire que ça faisait 4 ans qu'ils faisaient de la philo de haut niveau après le bac. Alors je ne vous dis pas ça pour vous impressionner, je vous dis seulement quelqu'un qui a un cerveau moyen et qui l'utilise de manière intense, il peut faire quelque chose avec sa tête. Et tout ça pourquoi? Parce que j'aimais la réflexion, parce que j'aimais la philosophie? Non! Parce que j'avais peur d'être Ahmad. J'avais peur. J'avais peur que les choix ne m'appartiennent pas. J'avais peur qu'à 20 ans, on me pose des grosses questions et que je ne peux pas répondre parce que je n'ai pas la tête. J'avais peur que sur des questions qui me concernent, je dis je ne sais pas. Et ça me tue. Moi, mes enfants, je les ai traumatisés. Ils savent ça, ils le savent. Depuis qu'ils étaient petits, quand ils avaient une chose qui les touchait, je leur disais mais c'est quoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as réagi comme ça? Ouais. Et qu'est-ce qu'elle disait la personne? Qu'est-ce qu'il me dit l'enfant? Je ne sais pas. Je dis, comment tu sais pas? Un truc de ta vie à toi, tu sais pas. Pourquoi tu as volé? Pourquoi tu as menti? Je sais pas. Pourquoi tu t'es caché? Pourquoi tu as honte de dire ce que tu as fait? Je sais pas. Pourquoi tu as choisi ce choix-là? Pourquoi celui-là? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu rigoles? Je sais pas. Tu dis je sais pas sur un truc qui est ta vie? Mais c'est un vrai problème. Rabotaï, c'est pas grave de ne pas être religieux, mais c'est très grave de ne pas vivre sa vie. Maintenant, le jour où tu vas vivre ta vie, tu vas te rendre compte que d'être religieux, c'est une manière d'optimiser sa vie. Et je vous promets que moi, je ne suis pas dans une logique de baratin. C'est-à-dire, genre, je vous vends de la marchandise qui s'appelle la Torah. Ça ne m'intéresse pas, moi. Qu'il y ait plus de brel dans la Torah, ça ne m'intéresse pas. Je préfère qu'ils restent dehors. Ouais. Parce qu'après, il faut les légitimer, il faut créer des chivotes pour eux, il faut leur faire des shidduchim, il faut gérer leurs enfants débiles. Il vaut mieux qu'ils restent dehors, c'est plus facile. Quand j'ai commencé à retourner un peu à la synagogue et tout, alors il y avait à l'époque, il y avait l'ambiance, c'était très, très, très à la mode, les Chabad. Très à la mode. Bon, vous étiez même pas nés. Ils ont fait Seudat Mashiach. Donc les gars, ils m'ont dit, tiens, tu viens cet après-midi, il y a Seudat Mashiach. Le Seudat Mashiach, c'est un minag, chez certains chassidim, c'est de reboire les 4 verres de vin et de manger le kazaïk de matzah, le dernier jour de Pessah. Bon, et on était là-bas, moi j'ai rien contre les Hamas, je les adore, ils font un travail extraordinaire, mais rien que l'événement, comment il est intéressant. Et on était tous là-bas en train de chanter, et le vin qui coulait à flot, et les trucs, et les matzot, et le vin, et les gars ils criaient, ils disaient, allez, l'année prochaine, tu vas être Rabbin, l'année prochaine, tu vas être Rabbin, l'année prochaine, tu vas être Rabbin. En train de crier comme ça, un stress, un truc incroyable. Et moi, le gars, il était en face de moi en train de me crier dessus. Et puis au bout d'une heure que j'ai eu de la peine, j'ai dit, il va perdre la voix, le pauvre. Je lui ai dit, j'ai bu que du jus de raisin. Vous me suivez ou non? Donc, je n'ai pas désiré être embourbé et je ne vais pas vous embourber. Vous me suivez ou non? Moi, pour moi, les élèves, c'est comme les enfants. Et si je ne vais pas planter un enfant, je ne vais pas planter un élève. Alors des fois, ça ne fait pas plaisir aux garçons, ça ne fait pas plaisir à la fille. Des fois, ça ne fait pas plaisir à ses parents parce qu'ils auraient préféré qu'on les manipule plutôt que de les orienter vers la maturité. Mais moi, j'arrive pas à faire ça. J'arrive pas. Si le jour où je le fais, j'arrête de vivre. Donc, la vie, c'est une proposition. On vous donne des outils, on vous donne de l'énergie, on vous donne de l'amour, on vous donne une chorma incroyable parce que vous n'avez même pas idée de la puissance de la chorma de la Torah. Et je ne parle même pas de la Torah, je parle déjà de la chorma de la Torah. Parce qu'il y a la chorma et la Torah. Chorma bagoim ta'amin, ouais, Torah bagoim al ta'amin. La Torah, c'est pas de la chorma. La Torah, c'est plus que la chorma. Maintenant, déjà, avec la chorma de la Torah, déjà, tu peux épater les plus grands ingénieurs, les monstres, les cerveaux de malades, et tu leur éclates la tête avec un tosfot dans Hiruvim. Ça, c'est rien que la chorma de la Torah.
Alors imagine la Torah de la Torah, qu'est-ce que tu vas faire avec eux? Mais les gens, ils ne savent pas. Alors ils préfèrent regarder des DVD et lire des BD. Alors que tout le monde sait que BD, c'est juste les racheter votre bande de débiles. Tu dis oui, mais ça fait du bien, ça vide la tête. Mais pour la vider, il faudrait d'abord la remplir. Maintenant que toi, tu as étudié pendant 7 heures et que tu dis je vais prendre 10 minutes ou un quart d'heure ou une heure de détente, Bessimra, c'est bien, comme ça t'évitera une rupture d'anévrisme. Ouais. Mais que tu passes 7 heures à faire des lourdeurs avec 1 minute de réflexion parce que tiens, j'ai écouté 1 minute de Torah sur Facebook, 1 minute de Torah. Moi, j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait la guerre, ils m'ont dit ouais, Ria, tes cours ils sont trop longs. Pourquoi on regarde l'autre, il fait 1 minute de Torah, 5 minutes de Torah, 3 minutes de lumière, 1 minute de lumière. Je dis écoute, moi je suis pas une ampoule pour faire 1 minute de lumière. Moi je te donne 1h30, parce qu'en 1h30, si Dieu veut, tu sors pas le même que t'es rentré. Mais en 1 minute, c'est rien, ça va juste clignoter comme ça. Tac, 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 tac. Mais t'as pas changé. Pour ça, je vois des gens, ça fait 10 ans qu'ils écoutent 1 minute de Torah, ils sont toujours pas Shomer Shabbat. 1 minute de Shalom Bayit, ils frappent toujours leur femme. Mais si tu passes 1h30 avec moi, ou tu vas mourir ou tu vas changer, un des deux. Et encore, je me suis calmé. Avant, j'étais trop violent. Il y avait des gens, ils avaient des crises d'épilepsie pendant le cours. Tellement je forçais comme ça, je poussais. J'ai appris à doser, j'ai mis un peu de Rahmanout. Parce que moi, dans ma tête, le gars, peut-être, c'est la dernière fois de sa vie que je le vois. Il y a des gens, un cours. Ils écoutaient un cours. Il appelait l'ouragan Echia. L'ouragan Echia est passé sur Montréal. Mais c'est pas de moi, encore une fois. C'est que c'était une soif. On apprenait tellement à la yeshiva. On passait de 9h à minuit. On était remplis. On réfléchissait toute la journée. On avait Avat Torah. On avait Avat Azulat. On avait Avat Haïm. Tellement fort. Maintenant, tu ouvres la porte. Et il y a une centrale nucléaire qui te gicle en pleine tête. Tu peux pas sortir indemne. Et c'est ça le principal. C'est ça. Dvarim Ayotzi Minalev. Ça veut dire que Yesh lève. Vous me suivez ou non? Le Korah Chayut la Torah, parce qu'il y a une Chayut de Torah. Mais si tu laisses la Torah comme ça, vide, comme sèche comme le papier, ouais, froide, comme le marbre, après tu dis, ça me fait rien, je suis pas sensible, franchement ça me touche pas, celui-là il est plus intéressant, celui-là est moins intéressant. Mais nous, la yeshiva, toutes les semaines on voulait mourir. Toutes les semaines on voulait partir, tellement ils nous tuaient. Et Baruch Hashem, aujourd'hui c'est tous des rabbanim, tous des gens forts et équilibrés. Alors des fois, tu as, c'est pas grave, les gens disent, c'est pas grave, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien de quoi? D'être une sous-merde, c'est mieux que rien. Non, tu es un Ben Adam. Hachem, il a misé sur toi, il t'a donné une Neshama, il t'a donné la Torah, il t'a fait naître dans le peuple extraordinaire, avec une destinée incroyable, et toi, tu te permets de te pourrir, de te salir, de te polluer et de perdre ton temps et de perdre ta vie, jusqu'à ce que le Satan, il est tellement dégoûté de ta lourdeur qu'il va te laisser réfléchir et tu vas ouvrir les yeux, tu vas dire, oh! Mais je suis fou! Mais là, tu vas voir Christine. Tu vas voir les 2 voyous, là, les 3. Tu vas voir ta vie pourrie. Tu vas voir ton ambition ratée. Tu vas dire, mais où j'étais pendant toutes ces années? Ils appellent ça en français la prise de conscience. Comment tu veux que la moitié de ta vie, ça soit une prise de tête et l'autre moitié, ça soit une prise de conscience? Peut-être que tu peux faire une prise en main. Ça gagne du temps. Tu te prends en main. Toi, tu te prends en main. Toi, c'est ta vie à toi. Tu te prends en main. Nous, on a une chance extraordinaire avec mes frères. C'est que nos parents, ils étaient tellement pris par le travail. Ils étaient tellement pris. Ils n'avaient pas vraiment de culture. Ma mère, à peine si elle savait lire. On avait tellement la rage. Moi, je lisais 2000 pages par mois. Alors qu'il y a des gens, ils ont eu des parents tellement gentils, c'est-à-dire tellement riches, tellement équilibrés, tellement cultivés, qu'ils ont dit pourquoi je vais devenir intelligent puisqu'ils sont intelligents pour moi. Maintenant, nos parents, Baruch Hashem, ils sont très très intelligents, mais ils ont Chokhmat Chaim. Mais ils n'avaient pas Chokhmat intellectuel, de dire maintenant je vais parler de Platon avec toi. Moi j'étais frustré de ne pas pouvoir parler de philosophie avec mon père. Mais mon père, il a fait les marchés, et il avait un petit magasin de couture pour ne pas être Mehalel Shabbat. Toute sa vie, il a donné pour nous. D'ailleurs, il n'a jamais rien eu. Il a dit, la seule richesse que j'ai, c'est mes enfants. Et nous, on veut des appartements, des immeubles. Et les enfants,
Ouais. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est que chacun, il se demande jusqu'à quel point lui-même, il doit se juger avec positivement. Oui, c'est ça, Vedanet Kol Adam Zekavsrout, juge tout homme positivement. Alors moi je te dis un truc, commence par toi. Commence par toi. Alors c'est quoi juger positivement? Encore une fois, c'est pas le niya de dire eh ben écoute, de toute façon, eh ben écoute, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, le Père Noël est... Non, pas du tout. Non, je m'excuse, c'est la période, j'ai pas délocalisé. Mais c'est quoi l'idée? Alors il y a un phénomène bizarre. Il y a une Gemara dans Shabbat, maintenant on n'a plus le temps parce que je me suis trop appesanti sur le début, mais c'est pas grave. Il y a une Gemara dans Shabbat incroyable. D'ailleurs, elle est sur le Le Kav Zerhout, elle est Daf Kouf Kav Zain. C'est le coup du Kav Zerhout. D'accord? Et là-bas, la Gemara, elle raconte 3 histoires. Bon, mais je ne vais pas vous raconter les histoires, mais juste là-bas, le Chazal, il dit comme ça, le Mama Chazal, il dit, à chaque fois qu'il y avait une histoire, et quelqu'un qui était éprouvé justement sur le Le Kav Zerhout, et qui avait jugé malgré tout du bon côté, alors, la Gemara dit que Shem Shedanta le Kav Zerhout, car HaKadosh Baruch Hu, il donnera les routes. De la manière que toi, tu as jugé du bon côté, Hachem va te juger du bon côté. Et ça, c'est un truc qui est incompréhensible. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a Dieu et il y a les hommes. Ok. Maintenant, moi, le rapport que j'ai avec l'homme, c'est un rapport, on va dire, de l'Ekav Zerhout. Mais le rapport que j'ai avec Dieu, c'est un rapport, je fais les mitzvot ou je ne fais pas les mitzvot. Maintenant, si je fais des avérotes, comment ça peut être compensé par le fait que je juge l'autre positivement? C'est bizarre. Vous suivez ou non? Moi, j'ai un rapport avec Dieu. Maintenant, je ne mets pas les tefilines, je ne mange pas kasher, je ne fais pas Shabbat. Mais à part ça, je juge tout le temps les gens du bon côté. Alors, le bon Dieu, il me dit, de la même manière que tu as jugé l'autre du bon côté, toi aussi, je vais te juger. Mais dis-moi, ça va me remplacer mon Shabbat? Ça va me remplacer la cache-route? Ça n'a pas de sens. Donc, c'est compliqué. Deuxièmement, c'est marqué que celui qui est Medagdek Beotiot Shel Kriyat Shema, Mafigimlo Esh Shel Geinam. Celui qui fait attention de prononcer chaque lettre dans le Kriyat Shema, parce que la mitzvah c'est de lire chaque lettre, d'accord? Velimadetem Otam. Si tu dis Velimadetem Otam, ça fait un seul mot, t'as raté, d'accord? Faire chaque Shema Israël. Écoute Israël. Shema Israël. Peut-être Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on verra. Shema. Bari Veshema, Bari Adif. Ouais. Il faut prononcer le Aïn, sinon il devient Aïn Ara. C'est pas grave. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que c'est cette idée que celui qui fait attention à chaque lettre du Kriyat Shema, on lui refroidit l'enfer? Mais quel rapport avec l'enfer maintenant? Alors je vous donne l'image. Qu'est-ce que c'est un homme? Quelle est la différence entre un homme et un animal? Un animal, oui, il voit, il est dans le pré, il voit de l'herbe, il broute. C'est ça l'animal. Ouais. Ça s'appelle impulsion, action. Impulsion, action. L'homme, il voit quelque chose, il réfléchit, il agit. Impulsion, réflexion, action. Donc en fait, la différence entre l'homme et l'animal, oui, c'est que la réflexion elle est au milieu. En français, on appelle ça la maturité, le libre arbitre, le da'at, le ba'al bechira, la chérout, al-tikri chérout et la chérout. Tout ça, vous avez compris. Maintenant, le problème, c'est que cet endroit-là, qui est l'endroit de la réflexion, s'il n'est pas construit, s'il n'est pas maîtrisé par l'homme, automatiquement, il est rempli, on a dit que le vide n'existe pas. Donc c'est l'Yetzirah qui va prendre la place. Maintenant, nous, on l'appelle Yetzirah, l'autre il l'appelle immaturité, l'autre il l'appelle névrose, l'autre il l'appelle manque de confiance en soi, manque de respect de soi. Il y a plein de manières pour les Yetzirah de s'habiller. Ouais. Ce qui compte, c'est qu'ils prennent ta place. Ok. D'ailleurs, toi-même, tu le dis, c'était plus fort que moi. Et je, tu, il, nouveau il, ce sont des pronoms personnels, mais c'est impersonnel. Donc quand tu dis c'était plus fort que moi, ça veut dire qu'il y a un truc en moi qui n'est pas moi et qui est plus fort que moi. Déjà au niveau psychiatrique, c'est intéressant. Ouais. Donc si c'est ça maintenant, quand la personne, elle est devant la réalité, la vie c'est quoi? C'est une série de diapositives. Le bon Dieu, il a donné le programme, ça s'appelle la Torah. L'école s'appelle la vie. Le bon Dieu, c'est le directeur d'école. Le professeur de travaux dirigés qui va te donner les exercices, c'est l'Yetzirah. C'est pour ça qu'on l'appelle Tov quand tu l'utilises et Ra quand tu le subis. Et les épreuves, eh ben c'est tous les exercices que tu vas faire dans ta vie.
Donc en fait, la vie, c'est une série de diapositives, et à chaque fois, on te pose la question. Comme quand tu passes le code. Est-ce que tu dois laisser la priorité? Est-ce que tu dois t'arrêter au feu? Est-ce que tu dois laisser passer le passant là, qui traverse la rue? Eh bien, la vie, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu fais le kratchema ou tu rates l'heure? Tu regardes le décolleté ou tu tournes la tête? Tu voles ou tu voles pas? Tu mens ou tu mens pas? C'est une série de diapos. Chaque diapo, il est déjà calculé. Parce que selon le tikkun que tu dois faire dans ta neshama, le bon Dieu, il t'a déjà calculé tous les événements qui vont t'arriver. Il t'a juste pas calculé qu'est-ce que tu vas faire avec les événements. Est-ce que tu vas Yotse Tzadik ou Yotse Racha? Mais il te donne le niveau intellectuel, il te donne la famille dont tu as besoin, il te donne les professeurs, il te donne les rabbanim, il te donne même les mauvaises influences, il te donne même les voyous qui te bourrent la tête, il te donne même la rue, il te donne même la facilité, il te donne même le vendeur qui tourne la tête juste au moment où tu as envie de voler. Tout ça, c'est Mina Shamaïm. Mais si tu vas le faire ou non, ça c'est toi. Non, parce que les gens, ils veulent la liberté, mais ils ne veulent pas l'assumer. Les gens, ils veulent être libres. Je vais être libre, je vais être libre. Attends. Si tu es libre, ça veut dire que tu es libre. Qu'il t'arrive du bien ou qu'il t'arrive du mal. Mais quand tu rejettes la liberté des conséquences, c'est parce que tu rejettes la liberté de la cause. C'est pour ça que les gens immatures ne supportent pas d'être remis en cause. Mais c'est quoi être remis en cause? C'est qu'on te dit que tu es la cause. Tu es mis, on te prend toi et on te met en cause. On te met en cause. La mise en cause. Mais les gens qui ne veulent pas la conséquence, qu'est-ce qu'ils font là? D'ailleurs, ils mentent. C'est pas moi, et c'est pas de ma faute, et de toute façon, je m'en fiche, et de toute façon, je m'en tape. Donc, comme ils ne veulent pas la conséquence, ils ne veulent pas la cause. Le problème, c'est que quand tu n'as pas assumé la conséquence, tu ne peux pas utiliser la cause, puisque tu penses que tu n'es pas la cause. Donc si on dit que c'est à cause de toi, ça veut dire aussi que c'est grâce à toi. Vous me suivez ou non? Donc quand tu refuses la mise en cause, tu refuses la responsabilité, mais tu refuses aussi la liberté. Parce que si je te dis, tu sais, c'est à cause de toi si tu t'es planté au bac, je peux dire aussi, c'est grâce à toi que tu as réussi. Maintenant, la liberté, c'est d'accepter d'être la cause. Maintenant, comment tu reconnais quelqu'un qui accepte la cause? C'est quelqu'un qui assume la conséquence. Mais si quelqu'un il refuse la cause, il refuse la conséquence, ça veut dire qu'il refuse la cause. Or, puisque la vie c'est le mouvement et que tout bouge dans le monde, comment tu peux ne pas être maître de la conséquence et pas maître de la cause? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit ta vie. Ça s'appelle un complot. C'est comme si toi tu te réveilles un matin, tu vois un mort à côté de toi, tu vois les flics qui rentrent, et tu dis tu dis mais c'est un complot, j'ai rien fait, comment tu t'appelles? Monte Cristo. Mais si tu sens que ta vie est un complot, c'est que tu n'as rien fait pour que ça arrive. Donc il faut revendiquer la liberté. Qu'est-ce qui est marqué? Aroskim Batora, Elu En Benechorin. Tu me demandes quoi, il est libre, le gars, il est devant sa Gemara, toute la journée enfermé, il est libre de quoi? Je te dis pourquoi. La Torah, c'est pas la Torah qui rend libre. Non, c'est toutes les midotes qu'il faut pour avoir droit à la Torah qui t'obligent à être libre. C'est comme un patron. Un patron, il est mature. Pourquoi? Parce qu'il est patron. Mais non, tu prends un Brel, tu le nommes patron, il est mature. Non. Mais le mec, tout ce qu'il a fait pour devenir patron, ça a fait qu'il est devenu mature. Ça s'appelle le secret de Schwarzenegger. Vous connaissez celui-là, non? Vous avez entendu parler de Schwarzenegger? Schwarzenegger. Les jeunes, vous connaissez Schwarzenegger? Oui, non? C'est pas vraiment de votre âge. Vous connaissez ou non? Alors, il y a le secret de Schwarzenegger. C'est un gars, il a été voir le Schwarzenegger Rebbe, le rav du culturisme. Il lui a dit, je voudrais devenir comme vous, Schwarzenegger. Le gars, il a dit, il n'y a pas de problème. Il dit, quel est votre secret? Et il dit, mon secret, il est caché dans une montagne de granit en plein milieu de l'Himalaya. Ah bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller là-bas, c'est à 600 km à pied dans la jungle. Et quand tu arrives à la montagne de granit, il n'y a qu'une pelle et une pioche et un marteau. Et tu vas casser, et tu vas creuser 152 mètres à l'intérieur de la roche. Et au bout, tu vas trouver une petite caverne. Et dans cette caverne, il y a un coffre. Et dans le coffre, il y a le secret de Schwarzenegger. Waouh! Le gars, il dit, ok, il y va.
Il est comme ça, maigrichon, 42 kilos. Son short, il pèse plus lourd que lui. Il va en Amazonie, il traverse les 600 kilomètres. Il arrive là-bas avec les araignées, le chevaux, les chiens, les mangues. Il voit la montagne en granit et il y va. Ça lui prend 6 mois. Il casse. Il creuse les 153 mètres. Il arrive, il trouve le coffret. Waouh! Il va faire honte à Indiana, d'accord? Et là, il ouvre le coffret. Et là, il y a le papier, il y a le secret. Il y a marqué « Imbécile, regarde tes bras. » Il est devenu Schwarzenegger. Ça veut dire que le secret, c'est pas ce qu'il a trouvé à la fin. Le secret, c'est la démarche qu'il a fait pour y arriver. Et je vais vous dire pourquoi. Dans la religion, c'est pareil. Le secret, c'est pas ce que tu es devenu. Le secret, c'est les efforts que tu as fait pour y arriver. Tu veux la preuve? Mais ne le prenez pas mal. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de l'espoir. Mais le résultat ne nous appartient pas. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? L'effort pour y arriver. Donc, on n'est pas jugé sur le résultat. On est jugé sur l'effort. C'est pour ça que l'effort, ça s'écrit effort. Effort. E-S-T-F-O-R-T. Effort. Tu es fort. T-U-E-2-F-O-R-T. Ça a l'air d'un jeu de mots. C'est vrai. Mais les jeux de mots, j'ai arrêté quand j'avais 8 ans. Non, même quand je dis un jeu de mots dans un cours, il y a un chidouche dans le jeu de mots. Et les gens, ils prennent pas le temps parce que ça va trop vite. Alors, je vous donne une idée. C'est marqué « Ezeu Gibor, Akovesh et Titzro ». Qui est l'homme fort? Celui qui maîtrise son Yetzerara. Pourquoi les Chachamim, ils ont choisi le mot « Gibor » ? Ils auraient dû dire « Mi a Ben Adam »,« Mi a Ish »,« Mi a Chashuv ». Pourquoi ils ont dit « Mi a Gibor » ? Ezeu Gibor. C'est intéressant, c'est très intéressant. Parce que le mot « Gibor », ça veut dire fort. Mais le mot Gibor, il vient de Gever. Gever, c'est quoi? Un homme. C'est quoi le contraire de Gever? Yeled. Imata Gever, Ayetzerara ou Yeled. Imata Yeled, Ayetzerara ou Gever. Si toi t'es fort, la vie elle est faible. Si toi t'es faible, la vie elle est forte. Si toi t'es nul, la vie elle est compliquée. Si toi t'es bon, la vie elle est simple. Vous me suivez ou non? Si toi t'es fort, le gars il peut pas te marcher sur la tête. Si toi t'es nul, le gars il va te bouffer la tête. Tu me dis pourquoi? Bah défends-toi. Ah mais j'ai honte, ça se fait pas, c'est honteux. Mais encore quoi, t'as pas de dignité, t'as rien, t'as pas de valeur, t'as pas d'intelligence. Non, tu te prends en main, tu te bats, c'est normal. Et cette logique c'est quoi? C'est Gibor. Ok. Maintenant, c'est facile, Gibor c'est fort. Donc comment on traduit? On dit tu es fort, tu, T-U-E-E-S, fort, F-O-R-T. Ça va jusque là ou ça va trop vite? Tu es fort. Maintenant moi je te donne un conseil. Tu vas gagner à peu près 6 ans d'Yeshiva et 21 ans de thérapie. Au lieu d'écrire « tu es fort », T-U-E-S-F-O-R-T, tu écris « tu, T-U-E-2-F-O-R-T ». Tu es fort. Toi es fort. Ouais, comme toi, Jane, moi, Tarzan. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu dis « moi » et « effort », quand tu dis « toi » et « effort », tu fais la séparation. Tu fais plus de séparation, au contraire, entre toi et l'effort. Quand est-ce que l'effort est un effort? Ouais, c'est quand c'est un effort de faire un effort. Donc si tu te demandes, est-ce que tu es fort? C'est parce que tu sais qu'être fort, c'est un effort. Oui, non. Mais le jour où c'est plus un effort d'être fort, c'est facile d'être fort. Alors, je donne toujours le même exemple, il est facile à comprendre. Un monsieur que je connais, un jour, il était en voiture avec son père. Et la voiture, elle a fait un accident. Elle s'est retournée, elle a fait des tonneaux, et elle est tombée sur le toit. Et le père, il est tombé avec la tête ouverte sur le volant, et le fils, 14 ans, il a été projeté en dehors de la voiture. Et la voiture, elle a commencé à prendre feu. Et lui, il veut sauver son père. Alors, il a commencé à tirer la portière, ça ne marchait pas. Parce qu'elle était bloquée, parce que le toit, il écrasait l'ouverture de la portière. Il a vu que c'était impossible. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? La voiture, elle commence à prendre feu, il y a son père dedans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il appelle le pompier. Le temps qu'ils arrivent, c'est fini. Ça prend 5 minutes, ça atteint le réservoir, ça explose, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il a retourné la voiture. Il a retourné la voiture. Il a débloqué la porte, il a sorti son père dans le coma, il l'a sorti. Les pompiers sont arrivés, c'est une histoire vraie, je mens rarement en cours. Et
Les pompiers sont venus, ils ont dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Il était comme ça. Il dit, mais j'ai sorti mon père de la voiture. Alors il y a un gars qui est venu, un voisin, il a dit, écoutez, je l'ai vu, il a retourné la voiture. Alors il dit, mais comment t'as retourné la voiture? Il a dit, mais j'allais pas regarder mon père brûler. Je sais pas si vous... Tu dis oui, mais enfin, je veux dire, objectivement, intellectuellement, pratiquement, c'est pas possible. Elle pèse 1,5 tonne, tu pèses 62 kilos. Comment t'as retourné la voiture? Le mec, il a dit, mais j'allais pas laisser mon père brûler dans la voiture. Ah, tu dis, mais ça t'a coûté un effort. Quel effort? C'est mon père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le ES. Oui, il a dit, moi, effort. Un jour, tu vas dire moi et le chasse. Il n'y a plus d'effort. Tu vas dire moi et ma femme. Il n'y a plus d'effort. Tu vas dire moi et Dieu. Il n'y a plus d'effort. Tu sais pourquoi il y a un effort? Parce que tu mets le S au milieu. Est-ce que je suis capable? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est écrit quelque part? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est intéressant? Mais enlève les S. Tu sais comment ça s'appelle enlever le S? Parce que le ES, c'est le E. Le E, c'est quoi? C'est le nefesh. Tu enlèves le nefesh. Comment on appelle ça? Messirut nefesh. Vous suivez ou non? Enlève le nefesh. Tu vois ta femme, elle est fatiguée. Lève-toi et aide-la. Ah non, c'est pas mon rôle, chacun son truc. Moi, j'étais au collège toute la journée. Alors meurs. Ton mari te dit, je t'en prie, fais-moi un repas chaud, je ne vais pas manger toute la journée. Tu lui dis, tout est au frigo. Pourquoi pas la morgue? Fais-lui un petit repas, ça prend 5 minutes. Tac, tu coupes 3 tomates, tu sors les œufs, tu fais une petite omelette, tu mets les oignons. En 4 minutes, le mec il arrive. Waouh, super. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tout est au frigo. Oh là là, tu sais, le frigo, la morgue, là, tu tires, le mec. Vous reconnaissez cette personne? Oui, c'est bien mon amour qui est en train de mourir. Oui, il est déjà très froid. Alors, vous avez compris le secret. Le secret, c'est tu es fort. Maintenant, quand toi et l'effort, vous êtes un, comme va Anit Tefilati, toi et ta prière, vous êtes un. Ouais. Quand toi et ta femme, vous êtes un. Ishtoke Goufo, un. D'accord? Donc, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus d'effort. C'est rien que nous, la distance qu'on prend. Ah, c'est fatigant, j'ai pas le réchec, la yeshiva c'est difficile, le boulot c'est truqué, le patron il est stressant, les caisses elles sont lourdes, les clients ils sont durs. C'est toi qui crée ça. Ça s'appelle Choli HaNefesh. Pour éviter le Choli HaNefesh, t'as qu'à faire Messirut Nefesh. Maintenant les gens ils croient, Messirut Nefesh, ah bah c'est... Non, on est né au Maroc, c'est pas la peine d'aller là-bas, ouais. Donc, Messirut Nefesh, tu prends le Nefesh et tu le mets de côté. C'est tout. Tu prends ton Nefesh, tu le mets de côté. Des fois, je suis assis à table avec des rabbinim. Ça m'arrive. Maintenant, il y a un gars qui vient. Moi, je me lève, je lui dis bonjour. Les autres, ils me disent, pourquoi tu te lèves? C'est pas kavod. Je dis, quel kavod? On va tous mourir. Je me lève, je fais kavod. Et tu dis, mais ça se fait pas, c'est pas bien pour la hiérarchie rabbinique. Mais la Gemara, elle dit que Rabbi Yochanan était Magdim Shalom, les Koladam, Afilou, Goy, Shebashuk. Même un goy dans le marché, il était Magdim Shalom, il disait Shalom avant que le goy lui dise. Alors si, moi, un goy, je dois lui dire bonjour, alors un Ben Israël, je ne dois pas lui dire bonjour. C'est pour ça que je supporte pas. Des fois, tu rentres dans une simra, tu croises le regard d'un gars. Lui, t'as vu, toi, tu l'as vu, t'as bien vu. Après, tu avances, et lui, il vient chez toi, il fait « Ah, tu es là? Oh, je t'ai pas vu. » Oh, tu dis « Oh, j'ai de la peine. J'ai de la peine. » Des fois, ils ont une barbe comme ça. « J'ai de la peine. » Ah là là, le mec, il n'a même pas commencé le travail. Et encore dans l'hypocrisie. C'est que le travail n'est même pas commencé. C'est le début du début du début d'être soi-même. Donc vous avez compris. La logique, c'est que tu es fort. Ça veut dire que toi et l'effort, vous faites un. Et si malgré tout ce que je t'ai dit pendant 1h30, tu dis que c'est pas évident, alors je te dis attention, si tu n'arrives pas à appliquer tu effort, il ressort l'effort tue. Tu, effort, effort tue. C'est-à-dire que si l'effort te tue, ouais, si tu trouves que les escaliers sont trop hauts, si tu trouves que la maison elle est trop chère, si tu trouves que ta femme elle n'est pas assez patiente, si tu trouves que ses parents ils sont trop durs, c'est toi qui as créé cette dureté. C'est toi, tout seul. L'effort tue. Si l'effort te tue, c'est que tu es mort.
L'effort ne tue pas. Moi, je te raconte toujours ça parce que c'est facile à comprendre. Les gens me disent, mais Rabbi Chetrit, vous êtes lundi à Milan, mardi à Monaco, mercredi à Nice, jeudi à Lyon, vendredi à Londres. Mais comment vous faites? C'est fatigant, les décalages horaires. Là, j'ai fait 15 conférences en 12 jours, dont 14 improvisées. C'est-à-dire que je devrais avoir mal à la tête. Ben, je ne suis pas fatigué. Pourquoi? Parce que je donne toujours cette réponse, elle est facile à comprendre. Je dis, quand tu as vu ton père 11 heures par jour sur une machine à coudre, c'est un kiff de prendre l'avion. Tu dis, oui, mais 12 heures de vol. Mais lui, il était 12 heures sur une machine à coudre. Avec la vibration, avec le bruit, avec le truc, avec le stress du loyer. 8 heures, 12 heures, avec les épaules écrasées, avec le dos rond, avec les yeux fatigués. Alors nous, on est des bienheureux, nous. On prend l'avion, on est accueillis, le kavod, le restaurant, la petite maisonnée pour dormir, avec le kavod, le rave, le micro, et le salaire. Bon, on est des milliardaires. On est des milliardaires. On est des coqs en pâte. Alors comment on va faire pour se plaindre? Je sais ce que vous allez dire. Ok, les voyages, ok, les avantages, ok, le kavod, mais quand même, c'est pas évident. Alors je vous dis cette phrase, après je vous laisse tranquille. Dans la vie, retenez ça de Ben Chetrit, tant qu'il est là, profitez. Dans la vie, ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Et ce qui n'est pas évident, c'est ce qui n'est pas évident. Je sais, vous allez dire, c'était pas la peine de venir de France. Même Bichlal de venir de la rue pour dire ça. Non, jamais j'ai dit des bêtises, j'ai pas le temps. Tout à l'heure, ce garçon-là, il a soulevé la voiture. On a dit pourquoi? Parce que c'était évident. Mais si lui, il avait dit, mais ça pèse 1,5 tonnes, j'ai 14 ans, c'est impossible, papa va mourir, il aurait rendu, c'est pas évident. Donc ce qui n'est pas évident, c'est ce que tu as rendu pas évident. Maintenant, celui-là, il a dit, évident que cette année, je finis le chasse. Évident que je vais m'arranger avec ma femme. Évident que je vais sauver mon fils. Évident que je vais trouver les $200 000 pour payer la chimio à mon cousin. Évident. Ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Parce que tu l'as rendu évident. Ce qu'on appelle Emunah Pshuta ou Bitachon Gadol, selon les madrigotes. Mais ce qui n'est pas évident, c'est ce que toi tu as rendu pas évident, en te coupant les bras, en te coupant les jambes, en disant de toute façon je suis pas capable, de toute façon j'ai pas la tête, comme les gens disent j'arrive pas à m'asseoir, c'est pour ça que j'ai quitté la yeshiva. Écoute, il y a un seul endroit où on peut pas rester toute sa vie, c'est les toilettes. Tu sais quoi, j'arrive pas à t'asseoir. T'arrives pas à t'asseoir à la yeshiva pendant 2 heures et t'arrives à rester 3 heures sur la PS4. C'est quoi, j'arrive pas à m'asseoir? Non, ça s'appelle du FTG. FTG, c'est une norme. C'est foutage de gueule. Maintenant, quand toi, tu n'es pas capable de mesurer combien toi-même tu te fous de toi, tu dois bien réfléchir que tu n'as même pas commencé à vivre ta vie, puisqu'il y a quelqu'un qui se fout de toi et qui t'emmène là où il veut. Donc, vous retenez 2 choses ce soir. Tu effort ou effort-tu. Ouais. Et ce qui est évident, c'est ce qui est évident. Maintenant, Bezrat Hashem, moi je vais revenir une fois par mois. Je peux parler encore pendant toute la nuit, hein. Mais je ne veux pas exagérer parce que c'est quand ça devient trop long qu'on commence à oublier ce qu'on a appris au début. Et je voulais vous dire que je vais venir une fois par mois, Bezrat Hashem, si Hashem me donne la santé et la savlanout de ma femme et de mes enfants, les pauvres. Et je voudrais donner un cours pour les jeunes chaque mois. Alors, je ne sais pas, peut-être vous êtes déçus, peut-être il vous a saoulé. En tout cas, moi, je vous ai donné le meilleur de moi-même. Et j'espère qu'on va se revoir, Bezrat Hashem, pour continuer à travailler ensemble. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. On a une mission, on a une vie à réussir. Alors, je vois aujourd'hui des gens qui étaient des élèves il y a 25 ans. Et je vois, Baruch Hashem, ils ont bien travaillé. On voit leurs enfants, on voit qu'ils ont fait le boulot. Alors, vous aussi, Bezrat Hashem, on va faire le travail pour que dans 25 ans, on soit fiers de s'être rencontrés. Voilà. Non, il ne faut pas applaudir, ça faut garder pour Gad. On va dédier le cours par contre pour la réfoua chez le